Mais c'est parti. Je vous demande même pas comment ça va. Ouais. On va. Non, si, comment ça va? Ouais, ça va. Ok, jingle. On a pas le son. Bah, super. Bon les amis, on va parler de plein de choses dans cette émission et on va parler d'une première mondiale, la première souris haptique de Logitech qui vient de lancer du coup un peu une souris d'un nouveau genre, la Logitech G Pro X2 Super Strike, à vos souhaits. Par contre les noms à rallonge, ça me fume toujours. C'est une souris qui se focalise sur une seule chose, Hugo, c'est le clic et notamment son retour haptique. Tout à fait. Alors moi j'étais en Suisse, à Lausanne, la semaine dernière pour visiter les labos de Logitech à l'occasion du lancement de cette souris, donc la Logitech G Pro X2 Super Strike, qui reprend peu ou prou le design de la G Pro X Super Light 2, n'est-ce pas Greg? Oui, bien sûr. Évidemment. Qui est en gros la souris star de la marque pour les gens qui sont payés pour jouer aux jeux vidéo. Faut bien se rappeler que la marque Logitech G Pro, la gamme G Pro, c'est vraiment pour les joueurs professionnel d'e-sport et non pas pour l'amateur de CS2 qui se fait 2-3 games par semaine quoi. Comme moi ce midi sur GeoGuessr. Et tout à fait. On est sur on en parlera un peu du prix tout à l'heure, mais on est vraiment sur une gamme vraiment qui s'adresse avant tout aux gens professionnels quoi. Donc on est sur le même design que la souris dont je viens de parler, donc c'est une conception symétrique et c'est celle-là d'ailleurs. C'est cette petite souris là, on la verra tout à l'heure, c'est celle que vous voyez à l'écran. Okay. Donc c'est un design symétrique, c'est un poids super léger qui avoisinait 60 grammes. Avant on était sur des souris à plus de 100 grammes, à 80 grammes, 90 grammes. Donc là, depuis 2 ans, depuis 2-3 ans, on est sur des souris assez légères. On a les mêmes boutons latéraux et tout. Bon bref, le design, on peut le passer. Mais les vraies nouveautés sont vraiment à l'intérieur. Le capteur c'est le même, mais c'est vraiment le clic de la souris, comme tu disais, qui a complètement changé. Donc là, on passe d'un clic mécanique avec un switch tout simplement qui fait s'entrechoquer 2 pièces mécaniques ensemble pour à la fois émettre un son mais aussi un retour tactile qui permet de dire là j'ai cliqué, là j'ai relâché le clic. Là on est sur une conception qui se rapproche davantage de ce qu'on retrouve sur les claviers mécaniques récents, c'est-à-dire qu'en fait là on est sur un clic qui n'est plus du tout mécanique mais qui est on va dire électromagnétique. Alors comment ça fonctionne concrètement à l'intérieur de la machine si Alors le système de Logitech, alors ils ont baptisé ça HITS, HITS pour attention Haptic Inductive Trigger System. Voilà, attention, wow. J'ai déjà oublié. Donc en gros, il est basé sur 3 composants principaux. Le premier, c'est un capteur qui dit inductif, qui suit la position d'une autre petite plaque métallique qui s'appelle la trigger plate, la plaque de déclenchement. Ouais, c'est ça. Du coup, en fait, lorsque vous appuyez sur l'un des boutons de la souris, la plaque se déplace dans un champ électromagnétique. En fait le champ inductif détecte la présence de cette plaque pour dire à la souris que le bouton a été appuyé. C'est un délire quand même. Et du coup là on est vraiment sur un input qui est instantané et qui du coup peut se régler. Alors la grande force de cette souris, c'est que à l'instar des claviers mécaniques très modernes qui sont vraiment pour le coup assez chers, on est sur des claviers qui sont à 150, 200, 300 euros. Là on peut régler la distance d'actuation, c'est-à-dire la courbe de la souris à partir de laquelle l'input est, enfin le signal est pris en compte par la souris. Donc chaque levier, on va dire chaque niveau d'échelle correspond à 60 micromètres. Donc c'est l'épaisseur d'un cheveu. C'est-à-dire que vous avez 10 niveaux de micromètres. 10 niveaux de micromètres. 10 cheveux. 10 cheveux. Il y a 10 cheveux. Alors, fais-moi mon petit. Du coup, tu disais c'est pour les pros, on le voit là. Oui, c'est tout à pour fait. Les pros, cette différence va faire un truc. Alors exactement. Nous, là, vous voyez, alors du coup, là, la verticale, l'axis, c'est de 0 à 10, c'est vraiment, là, vous appuyez pas sur le bouton, vous appuyez sur le bouton en entier. La courbe en bleu, c'est les pros, la courbe en gris, c'est les non-pros. Et en fait, on voit la vitesse du clic selon les pros et selon les non-pros. Donc les pros, quand on est sur une souris traditionnelle, selon Logitech, on est vraiment sur les apports de la souris selon Logitech, forcément ils ont de l'avance, mais bon, pas tant que ça, de quelques, on va dire de 15 millisecondes. Par contre, là, c'est vraiment sur le niveau 1 qu'il faut regarder. Ils ont mesuré que quand le niveau était réglé à 1, c'est-à-dire le clic le plus rapide,
les non-pros, donc les gens comme nous, comme vous. En fait, il y avait une espèce d'égalisation, en tout cas un rattrapage en termes de réactivité sur le réglage le plus, on va dire, le plus compétitif, quoi. Sur la vitesse de la souris, la vitesse du clic notamment. C'est vraiment genre, on vous dit cliquez maintenant, tac. Comme mesure... les pilotes de Formule 1, qui ont les trucs exactement, de réflexe là. Donc là, il y a deux réglages. Il y a donc cette distance d'actuation qui est réglable dans le logiciel G-Hub, et il y a ce qu'on appelle le Rapid Trigger, qui est un truc qu'on connaît aussi dans le domaine des claviers, qui concerne surtout les joueurs de MOBA et de RTS et autres, qui permet en gros de pouvoir recliquer beaucoup plus rapidement et d'enchaîner les clics beaucoup plus rapidement. Ça sert aussi beaucoup plus pour les joueurs de LoL, de Dota 2, d'Age of Empires, je sais que t'aimes bien, notamment pour se déplacer, pour faire plus d'actions par minute. Et là, typiquement, vous pouvez dire à la souris que vous n'avez pas besoin de relâcher entièrement le bouton pour pouvoir recliquer ensuite, comme sur une souris traditionnelle, quoi. J'ai une question du coup sur une compétition e-sport et tout. Si jamais quelqu'un a cette souris là, est-ce que c'est considéré comme non, ces features ces fonctionnalités sont autorisées. Ouais, y compris sur les claviers. Maintenant, sur les claviers, il y a aussi ces features-là. Genre du dopage, tu vois. Dopage électronique, si je puis dire. C'est une question qui a été posée directement à Logitech pendant notre voyage. Et en vrai, ils ont dit c'est autorisé sur les claviers. Cette souris, elle est en test chez les joueurs e-sport depuis juillet dernier. Ça fait depuis janvier dernier qu'il y a des premiers prototypes, mais ça fait depuis l'été dernier qu'elle est en test. Donc voilà. Et dans les faits, donc ça permet un clic bien plus rapide. Il y a vraiment une amélioration en jeu niveau latence. Tout à fait. Et du coup, niveau latence, oui, là pour vous dire un peu. Alors, ce que nous annonce Logitech, nous on n'a pas encore tous les appareils pour mesurer tout ça, mais ce que nous annonce Logitech, c'est en gros une amélioration en moyenne de 30 millisecondes en termes de latence de clic. Ce qui, pour un joueur compétitif, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire, c'est juste. C'est fou, on ne prend pas compte, je pense, pour le commandé mortel. Pour le commandé mortel, mais voilà, c'est genre pour deux joueurs qui ont les mêmes temps de réaction, mais un qui a cette souris-là avec le réglage le plus optimisé, et un qui a une Dessader ou une Logitech, une ancienne Logitech, ou même celle-là, mais sans le réglage. Généralement, c'est celle qui aura le réglage 1 qui va gagner. C'est fou. Donc voilà. L'Ordibus posait une question, on la recharge comment classiquement? Alors tu la recharges de deux manières. Tu la recharges avec un port USB-C qui est juste là. Okay. Donc qui est accessible, tu peux l'utiliser branché. Ah, tout à fait, ouais. Okay. Et on l'a, d'ailleurs, je l'ai. Tout le monde a la même chose en tête. La même rêve en tête. Et en fait, ils ont aussi leur tapis de souris PowerPlay, qui est en fait un tapis de souris qui se branche en USB. Et avec ce petit galet que vous mettez là. Ah, c'est cool ça. En vrai, vous avez jamais besoin de la recharger, quoi. Le petit galet que vous avez là, tac. Est-ce que vous me voyez là? Voilà, petit peu que vous avez là, que vous pouvez mettre ici, hop, vous mettez là en dessous de la souris. Et du coup, c'est vraiment le galet spécifique qui permet de recharger la souris. Elle se recharge tout le temps. Et tu peux l'utiliser en même temps, ça ne. C'est vraiment un fond plat. Ça lui donne un petit poids à l'arrière que les joueurs compétitifs ne voudront pas. C'est vrai. C'est la boule. N'hésitez pas dans les commentaires à nous poser des questions sur cette souris, parce qu'on l'a testé, on l'a en plateau. Donc n'hésitez pas, on est là pour répondre à toutes les questions. Je te laisse poursuivre. Ouais, tout à fait. Ouais. Du coup, les deux systèmes dont je vous ai parlé sont complétés par le système qui nous intéresse aussi maintenant, c'est le retour haptique. C'est-à-dire que vu qu'on n'est plus sur un switch mécanique, vu qu'on a un clic mécanique, il faut bien un système pour dire aux joueurs, là j'ai cliqué. Ça se voit que j'ai cliqué, et c'est important, quoi. Donc là on est sur ce qu'ils appellent, alors attendez, je reprends un peu mes notes, et ce qu'ils appellent un moteur LRA pour attendez, je retrouve un peu mes notes. C'est Linear Resonance Actuator, qui est en gros un moteur haptique qui est similaire à ce qu'on retrouve dans les téléphones et aussi un peu dans la DualSense. Sauf qu'on est sur un retour de force, un retour haptique qui est beaucoup plus linéaire et beaucoup plus subtil. On a demandé à Logitech quels étaient un peu les enjeux d'un tel moteur sur une souris, parce que c'est la première fois qu'on a du retour haptique sur une souris. Au début, on pensait vraiment qu'on allait avoir du DualSense sur la souris. C'est-à-dire
Ouais. Mais c'est le cas de la MX Master de Logitech. Oui, Il y a une petite session qui vibre quand tu appuies sur les Exactement, applications. Et je pense qu'en vrai, ils réutilisent un peu le même moteur et Ouais. en fait, c'était un peu un bêta-test pour ce genre de souris, quoi. Sauf que là, pour la MX Master 4 qu'on a testé aussi, c'était sur le bouton Ouais, latéral. c'est un bouton latéral, c'est pas le clic Tout à principal. fait, ouais. Et là, en fait, on est sur les boutons principaux. Et là, boutons principaux, c'est le Graal, quoi. Faut pas y toucher. Ouais. Ouais. Donc, on est sur un retour haptique qui est beaucoup plus subtil et qui surtout qui est réglable. C'est-à-dire Ouais. que Ouais, c'est vous cool. pouvez passer. Attendez, je vais faire le test en direct avec vous, si vous voulez, avec toi. Mais non. Ah oui. En gros, vous le réglez dans G-Hub, qui est le logiciel de Logitech. Ok. Donc, vous avez tiens, vas-y, hop. Attends, Je vas-y. suis très curieux aussi de. Vas-y, Voilà. je t'en prie. Moi, j'ai envie d'appuyer dessus pour voir ce que ça fait. Ok. Ok, donc là, Mais je suis ça sur. s'enfonce quand même. Enfin, c'est pas Ouais, comme ouais, le tu trackpad des Attends, ordinateurs. là, c'est retour haptique là. Ouais. Ok, oui, une petite vibration. Mais ça bouge. Ouais, ça bouge. En Que fait, tu vois, par exemple, tu en fait, t'as le retour, Oui. t'as le retour quand tu appuies et t'as le retour quand tu relâches la. Et si tu mets en mécanique, enfin, si je sais pas si Non, c'est mais le tu cas. peux pas mettre en mécanique. Alors, Ok. ce que je peux mettre, attends, vas-y, bouge pas trop parce que là, en fait, du coup, là, t'es en train de me. Ah, il y a- Allez. Je te mets en maximal. Je te mets Là, à fond là, là. ça change le. Ah oui, ok, d'accord. Ouais. Bah là, c'est beaucoup. Tu sens que c'est beaucoup plus intense le clic. Enfin, le clic Ah ouais est plus intense, je trouve. Ouais. Bah, en fait, tu t'enfonces plus. Vas-y. Tu Ok, t'enfonces. attends. Le doigt Je vais me s'enfonce mettre là. plus quand c'est en maximal. Ça s'enfonce Ah beaucoup ouais, plus, tu vois alors. Et T'as je vous- l'impression alors, d'aller je vous mets loin. le clic. Ouais, tu Et vas là, loin. et là, il va enlever. Et là, Attends, je vous mets le clic déjà le plus subtil. Ok. Ça, c'est 1. Il a... Là, je vous mets à 1. Ok. Ok, ouais, voir tu la sens un différence. écart, ouais. Tu sens un petit écart. Oh. Ah, non, mais n'hésitez pas à y aller. Hein. En fait, ce qui est fou, c'est que tu sens un écart, mais qu'en même temps, Et- c'est pas et- non plus le et- jour et la et- nuit, quoi. et- C'est très subtil. Ouais. C'est hyper subtil. Et vas-y après. Et là, quand il y a- t'enlèves tout. il y a aussi une possibilité de tout enlever, c'est-à-dire de faire en sorte Il y a plus de d'enlever clic, et là, Vas-y. ouais. plus aucun clic. Ah ouais. Attends, vas-y, moi aussi, Ah, je c'est veux faire très ça. chelou, putain, Ah, je veux trop bordel. faire ça. Ah, c'est très chelou. Ah ouais, en effet. En fait, Mais c'est comme si vous appuyiez dans rire. Oui, C'est un peu l'effet que ça donne. C'est comme sur les ordinateurs portables quand l'ordinateur est éteint sur les trackpads, Oui. les gens oublient. En fait, c'est des faux trackpads. Et alors, Ils sont pas mécaniques du Ouais. tout. Donc, en fait, si ton truc est éteint, tu Et- tapes sur le trackpad, il se passe rien, il s'enfonce pas. En C'est fait, fou. on dirait qu'elle est cassée. Oui, on dirait qu'elle est cassée. Voilà, on dirait. La souris ne. C'est le néant, c'est moi, le je nickel de je fonctionne ferais le plus. parallèle à, vous savez, quand vous êtes devant un escalator qui est en panne et que vous allez quand même, ou un couloir, on va dire mécanique, et que vous allez quand même dessus et que votre cerveau est entraîné à se dire, bah, vous allez Oui. forcément bouger. Oui. Et en fait, les premières marches, vous vous dites, ah, je vais bouger, et pas Ouais. du tout, quoi. Et là, tu te dis quand même, Ah, bah, non, c'est il faut faire chelou. C'est vraiment. Ah, c'est- T'as l'impression d'appuyer dans le néant. Vraiment, c'est vraiment chelou. C'est hyper dérangeant. Et moi, je me demande, alors, je sais pas pourquoi Logitech a mis ça, mais je me dis parce qu'ils peuvent le faire. Et donc, Ouais, On ouais. pouvait faire un niveau 0, alors on l'a C'est vrai fait. qu'il faudrait alors demander après, l'avis quand des vous joueurs. éteignez quoi. la souris, c'est ce que ça fait en vrai. Hein, mais du Ouais. coup, il Oui, y a un oui, là, réglage t'es quand même. sûr. Ça coûte combien cette souris Alors, ça coûte, Bourigo alors, on est sur une souris qui est haut de gamme, hein, c'est la plus haut de gamme de Logitech, elle coûte 179 €. Ok, quand Tu vois, même. je m'attendais à plus. Ouais, Bah, ouais, mais c'est du c'est coup, super cher, mais On reste 170, 180, on est, oui, on s'attendait je peut-être pensais à du 400-500, tu vois. non, T'allais non, me dire mais un truc, ça aurait un pu truc dépasser les vraiment 200, fou. tu vois. Après, voilà, on est sur une souris qui n'est accessible déjà qu'aux joueurs, parce qu'on est sur une souris qui est distribuée aux joueurs partenaires gratuitement ou qui est en test depuis très très longtemps auprès des joueurs. Pour l'avenir de ce format, moi, je suis assez convaincu, finalement, hein, parce que déjà, je trouve que le clic est déjà hyper silencieux. Comme on disait pendant le voyage, vous pouvez jouer à des jeux sur PC avec cette souris et habiter avec d'autres personnes. Donc ça c'est bien si vous n'avez pas une souris trop bruyante chez vous. Et aussi sur le niveau réactivité, il y a une petite anecdote que nous a donné Logitech, c'est qu'ils l'ont fait tester à un joueur de 18 ans de Fortnite, un des plus gros joueurs de Fortnite, qui disait « Ah, j'ai l'impression de me retrouver à mes 14 ans ». Parce qu'il retrouvait ses réflex de quand il avait 14 Ah, ans. c'est quoi. génial. Ah, des barres. Et du coup on était là, on est tous des quadras à la con. Ah, vas-y, Vas-y, vas-y. on l'a testé, on l'a mis 9 sur 10. Hein. On lui a mis Il y a le 9 sur test sur 10. Frandroid. Bah, parce qu'en Ah fait, ouais, c'est une bonne note. La Ouais. Superlight 2, même si malgré son prix reste une référence absolue, moi je suis. C'est un format qui va se retrouver. Ouais, non, il est en Je suis en train train de faire n'importe quoi sur ton ordinateur. Sur l'ordi d'Hugo. la question qui se posait Elle est légère. à Logitech, c'était est-ce que vous allez importer cette technologie sur d'autres souris? Ouais. Écoutez, c'est les premiers à dégainer. C'est la première fois qu'ils font un voyage de presse aussi d'envergure. Vraiment, ils ont invité des gens d'Argentine, de Chine, Ah oui, hein, des États-Unis. Il y avait des Russes. Gros VP, ouais. Ok. Gros voyage de presse, du coup. Hugo était le seul à avoir pris le train. C'était où C'était à Lausanne. Lausanne. Ah, mais oui, c'est quand C'est t'étais leur en Suisse. siège, Exactement. ouais. Ouais. Et du coup, en fait, on peut y voir là un investissement massif et surtout que pour marquer le coup, ils étaient les premiers à le faire. C'est une technologie qu'on va retrouver aussi, je pense, chez les concurrents, mais aussi dans d'autres souris à l'avenir. Donc moi, j'espère la voir dans d'autres
d'autres formats de souris, parce que je suis pas hyper fan du symétrique comme ça. Je préfère les souris un peu là comme le G703, un peu pour les droitiers. Ouais, plus vertical. Voilà. Donc voilà, c'est du coup la G Pro X2 Super Strike, qui a été lancé hier. Si je ne m'abuse, mardi 10 février à 9h. Un test à retrouver sur Frandroid.com. Ça vous hype, le petit avis à chaud, vous Omar et Nico, ce genre de souris là que vous avez pu prendre en main, cliquer, etc. Ça vous hype, c'est cool de voir un peu d'innovation dans le monde de la souris, j'ai envie de te dire. C'est ça, c'est que c'est des catégories de produits qui ont tellement peu évolué, si ce n'est par le design, que c'est cool de voir de l'innovation. Après, tu vois, j'ai la MX Master 4 en souris perso, j'étais hyper hypé au début par le côté retour haptique, je l'ai jamais utilisé. Donc là, c'est vrai que le fait que ce soit intégré au clic, que ce soit personnalisable, que ça envoie un retour, si demain plein d'applications intègrent ça, ça pourrait aussi donner des choses sympathiques. Le truc, c'est que tu pourras régler l'intensité par application, mais pas tu pourras pas régler, par exemple, genre, est-ce que je me mets sur Excel et que je sélectionne des trucs, est-ce que ça va faire un retour haptique supérieur à quand ça serait cool, tu vois. Ça serait cool. Et on leur a posé la question, il fait non, le retour haptique est juste application par application, mais pas feature par feature. En fait, le gros problème qu'ils ont, c'est que ça ne pourrait être possible que dans un monde où Windows, macOS l'intègrent nativement. Si demain, à l'échelle des OS, tu as une intégration native pour gérer les retours haptiques des souris et que du coup ça devient la norme sur les souris, oui, on est peut-être sur une tendance. Si c'est que Logitech qui propose avec son logiciel par-dessus, ça restera quand même très niche, mais c'est cool. Après, j'ai envie de dire, vu qu'on parle de Logitech, qui est un géant dans ce milieu-là, j'ai l'impression que c'est possible d'envisager après que côté Windows et macOS, ils entendent l'argument. Enfin, j'imagine que Logitech a assez de poids ensuite derrière pour essayer au moins discuter, au moins lancer des négociations. Et dans le jeu vidéo, il y avait l'idée d'avoir un retour haptique supérieur pour les fusils plus puissants dans les jeux vidéo et un retour haptique inférieur pour, c'est cool. Et c'était l'idée que les gens avaient pendant le pré-brief, et aussi pendant le voyage. Et du coup, là, je pense qu'ils ont entendu ça. Il faudrait peut-être avoir une petite intégration avec certains jeux. Mais il faut que ce soit intégré au code du jeu. C'est compliqué. Il faut qu'il y ait un truc universel. Si chaque jeu doit développer son truc, que Logitech doit mettre à jour derrière, c'est un enfer. Donc c'est mort ça. On passe à la suite, les gars. On va passer au Tech Shot Jingle. C'est parti. Et il va bientôt disparaître. On va en avoir un encore meilleur. Mais au moins il fonctionne. C'est impressionnant. Au moins celui-là il fonctionne. Bon Nico, Amazon Ring veut retrouver votre chien perdu, mais déclenche une grosse polémique. Oui, j'ai une annonce à vous faire, c'est la fin des affichettes dans la rue. Chien perdu, si vous le retrouvez, envoyez-moi un numéro de téléphone. Enfin, la fin, je sais pas, mais en tout cas, c'est l'annonce qu'Amazon a fait cette semaine. Il y a une publicité diffusée au Super Bowl, donc qui a dû coûter une petite fortune au passage, pour dévoiler une technologie qui s'appelle Search Party. Donc, qu'est-ce que c'est Search Party ? Déjà, je trouve que le nom est un peu rigolo. Enfin, Search Party, c'est faites de la recherche. Genre, on va tous rechercher ensemble le chien. C'est donc, aussi le nom, c'est un tech shot. Donc, mais c'est aussi le nom quand les policiers recherchent aussi quelqu'un de. Tu recherches quelqu'un, mais c'est vrai que là, sur une technologie pour récupérer des chiens, ça peut être surprenant. Et en l'occurrence, la technologie, elle imagine que les caméras Amazon Ring, donc les caméras Amazon Ring, vous voyez, je pense que c'est ces interphones connectés qu'on a sur les portes, qu'on va avoir devant les portails. Elle imagine que cette technologie qui est présente dans des millions de foyers aux États-Unis va permettre de fliquer un quartier dans son intégralité et de retrouver un chien. Donc l'idée, c'est que vous envoyez une photo de votre chien à Amazon, qu'Amazon va l'identifier avec de la reconnaissance faciale pour chien. Oui, c'est surprenant. Et que tous les caméras du quartier autour de vous vont être scannées H24 et dès que le chien va passer devant, ça va vous dire tiens, il a été identifié devant votre voisin au 63 et vous allez pouvoir le récupérer. Donc sur le papier, une super utilisation des caméras, du réseau, de la reconnaissance faciale, de l'IA, etc. Mais en même temps, et c'est étonnant qu'Amazon n'ait pas pensé, ça fait super peur d'imaginer qu'Amazon a installé des caméras de surveillance privées régies par lui-même, par une entreprise qui est capable donc de fliquer tout un quartier, parce que si aujourd'hui on peut faire ça avec des animaux, la reconnaissance faciale sur les humains, on sait qu'elle est super efficace et rien n'empêche techniquement Amazon de mettre un humain dans son logiciel et de savoir où il est sur la planète entière en utilisant tout le réseau de caméras Ring. Donc forcément ça fait peur, ça a créé une immense polémique, il y a eu beaucoup de contestations sur les réseaux sociaux. Amazon tente de rassurer en disant que voilà, ils font ça qu'avec les chiens pour des bonnes raisons, que l'idée c'est de régler un problème pour les gens qui ont peur pour leurs animaux. Donc on voit l'intérêt, mais en même temps moi j'ai une caméra Amazon Ring chez moi par exemple.
Et c'est vrai que je me dis, tiens, si ça venait à évoluer comme ça, si la technologie venait à être lancée en Europe un jour, est-ce que j'ai vraiment envie que cette caméra de surveillance, qui de mon point de vue n'est que pour ma sécurité, permette à Amazon de faire quelque chose de collectif. Donc voilà, ça crée pas mal de... J'allais rebondir sur l'Europe, c'est strictement impossible qu'on voit débarquer ça en Europe. Déjà, avant l'Europe, la France, la reconnaissance faciale est strictement interdite en France. Tout à fait. Il y a de la reconnaissance algorithmique possible de manière exceptionnelle, mais l'algorithmique, c'est pas le visage, c'est déterminer la couleur d'une voiture, ce genre de détails. Donc c'est difficile d'imaginer que ça arrive en France, et de toute façon on n'est que sur les États-Unis. Mais c'est vrai que particulièrement aux États-Unis, où il y a beaucoup plus de maisons individuelles qu'en France ou qu'en Europe généralement, il y a de plus en plus ces caméras de surveillance connectées, reliées à une application avec de la reconnaissance des personnes, reconnaissance des animaux, et le fait de créer un réseau ouvert, ça me rappelle un peu le AirTag finalement. Les AirTags, les Tiles, le fait d'avoir tous les AirTags qui communiquent avec tous les iPhones du monde entier, ça crée un réseau planétaire, sauf que jusque-là, c'est pas tellement dangereux parce qu'on est sur de la localisation de clés. Là, on est sur de la reconnaissance de personnes, on est sur de la caméra, on est sur du flux analysé en temps réel, et on peut aussi imaginer que ça pourrait tomber dans les mains de mauvaises personnes, que ce soit chez Amazon ou dans des gouvernements. Donc, bref, un petit peu carton jaune sur cette annonce d'Amazon. Ouais, gros yellow card. On nous dit Candil qui nous dit comment faire accepter la surveillance de masse aux gens. Dites-leur que c'est pour retrouver leur chien. C'est un peu. Il y a le côté cynique un peu en effet. C'est la fourbeuse. Vous avez peur de perdre vos chiens? Ne vous inquiétez pas. C'est émotionnel pour approcher le truc en effet et qui peut déclencher derrière. Et je vois juste une intervention de Lord Gibus qui dit que la reconnaissance des JO n'a pas été enlevée en France. Non, pas pour le coup, on a fait une vidéo sur Numérama là-dessus avec la région Île-de-France, avec Valérie Pécresse qui est dans la vidéo. C'est la seule fois où elle a été dans une vidéo sur Numérama, je pense, pour parler de ça. Et le texte qui a été approuvé au JO s'est terminé en 2025. Donc maintenant, la reconnaissance algorithmique est de nouveau interdite en France. Sauf que là, actuellement, il y a des projets de loi en cours pour la rendre autorisée de manière définitive et non pas uniquement dans le cadre d'événements comme les Jeux Olympiques. Et ça, c'est quelque chose qui est voulu par les régions, par les transports en commun, par la SNCF, pour pouvoir identifier des comportements suspects sur les voies, en tout cas officiellement. Ok. On va jouer, attention, au roi du silence pendant 5 secondes. C'est bon, j'ai perdu. Je n'ai pas compris. Normalement, en fait, j'ai voulu y aller au culot en mode balèque. C'était pour régler légèrement le petit délai et c'est peut-être légèrement mieux, un tout petit peu mieux. Et en fait, Vic me disait faut temporiser 3 secondes et tout. Je fais bon, on va jouer au du silence. Pourquoi pas? Il a fait des regarder de tête. Le truc qui sort, c'est nul. On n'a pas trop compris ce qui se passait. Moi, je m'attendais à un effet lumineux. Mais c'est normal. Il n'y avait rien à comprendre. On va passer, les gars. Merci Nico. On va passer au second tech shot. Et pour ça, on va se remettre un petit jingle. Allez, c'est parti. C'est la grande conférence du début d'année que tout le monde attend, Omar. La grande conférence, la première Galaxy Unpacked de Samsung. On a la date et tu vas nous dire à quoi on va s'attendre en 1 minute 30, 2 minutes. Top chrono, c'est parti. On s'en doutait, on le savait et maintenant c'est du coup confirmé. En fait, Samsung va présenter le Galaxy S26, enfin plutôt les Galaxy S26 le 25 février 2026. Spoiler alert, on le savait depuis 1000 ans. Depuis en vrai. ça leakait de partout, comme toujours avec Samsung. Et donc ça arrive très vite au moment où on enregistre cette vidéo. Et donc c'était une dernière occasion peut-être pour passer en revue les principales nouveautés qu'on attend sur cette gamme de Galaxy S26. Pareil, spoiler alert, j'ai surtout parlé du Ultra. Il n'y a pas grand chose qu'on attend de ouf côté S26 et S26 Plus. Donc comme je le disais, la star c'est le S26 Ultra, modèle le plus cher. Bon, sur le design, vous pouvez le voir avec les visuels, on n'a pas grand chose à en attendre. Écran plat, look assez anguleux, mais a priori des coins plus arrondis que sur le S25 Ultra de l'année dernière. La vraie nouveauté côté pour le téléphone, ça va être du côté de l'écran. On aura un filtre de confidentialité intelligent. Ça veut dire qu'en fait, quand vous allez être en face de votre écran, vous allez pouvoir lire tout le contenu ultra facilement. Par contre, les personnes autour de vous, genre dans le métro, dans le train, etc. Pour ces personnes-là, l'écran sera illisible. Tout ça grâce à des technos, il y a une bonne dose d'IA, etc. C'est
display screen, un privacy display. J'ai dit display screen. Un privacy display qui a été déjà officialisé par Samsung. Ils n'ont pas dit évidemment ce sera sur le S26 Ultra, mais la techno en elle-même a déjà été officialisée et maintenant on attend donc juste de la découvrir sur le S26 Ultra. Et ça c'est la principale nouveauté qui nous intéressera du coup sur ce modèle. Parmi les autres nouveautés, on a aussi une charge filaire de 60 watts qu'on attend sur le S26 Ultra au lieu de 45 watts jusqu'à présent. On espère aussi voir une charge sans fil magnétisée enfin sur ces S26, sur tous les S26, S26 Plus et S26 Ultra. Grâce à la norme Qi 2, on a même des visuels du potentiel chargeur officiel de Samsung qui a commencé à leaker sur le web. Et donc ça permettrait, je le rappelle, chez Samsung d'avoir quelque chose qui ressemble au MagSafe d'Apple, donc une charge sans fil magnétique. Et enfin les prix, c'est la crise comme on dit. En France, on aurait des hausses de prix pour toutes les versions du S26 sauf celle la version de base du S26 Ultra 256 Go qui elle resterait à 1469 €, mais pour toutes les autres versions des S26 on aurait des variations qui iraient au moins à plus 40 € et qui irait jusqu'à plus 180 € selon la configuration choisie. Ça, c'est les dernières infos les plus crédibles qu'on a sur les tarifs français des S26 et ça fait forcément un petit peu mal. Sans doute la crise de la RAM, ce sera sans doute expliqué comme ça, l'inflation. Mais évidemment, ça c'est compréhensible, on va dire, d'un point de vue marché, toujours difficile à avaler d'un point de vue grand public. Les hausses de prix, elles sont énormes là. Elles sont énormes. Entre nous, hein. Sur les gros stockages, là, 180 €. Ah ouais, c'est costaud. Hein. C'est d'ailleurs, juste pour vous donner une idée, donc ça c'est Bill Kuhn, un leaker français qui vraiment crédible d'ailleurs sur Samsung, qui partage ça sur D-Labs. Et dans son article, il disait, parce qu'en fait, il évoquait les prix en Bulgarie. En Bulgarie, ils viennent de passer à l'euro et malheureusement pour eux, j'ai l'impression que ça s'accompagne d'une hausse de prix monumentale sur les 26, le passage à la zone euro chez les Bulgares. Et dans l'article, il est en mode mais rassurez-vous, aucune hausse à plus de 500 € en France. Oui, bah merci. Oui, merci. On n'augmentera que de 300 balles, les amis. Hein. Parce qu'en Bulgarie, apparemment, c'est vraiment. Ouais, ça on sait pourquoi ça augmenterait autant. On soupçonne la crise de la RAM en partie, mais ça m'étonnerait quand même. C'est un peu tôt quand même. Exactement, c'est un peu tôt. Et en plus, on parle de Samsung qui, je pense, a quand même réussi à sécuriser des stocks. Ils ont le pouvoir de sécuriser assez de stocks vu le nombre de modèles qui sortent. Donc, en effet, c'est un peu étrange, mais c'était quand même quand les premières rumeurs de hausse de prix ont commencé à naître, c'était quand même des soucis autour de alors mémoire globalement. Hein, peut-être aussi sur le stockage, il y a peut-être aussi en fait des tensions, c'est possible aussi. Oui, c'est le cas. Donc c'est vraiment la crise de la RAM, c'est le truc qu'on retient, mais sur le stockage. Mais les chaînes de production, elles sont déjà en marche depuis des mois et des mois. Normalement. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est les prix américains, parce que ça fait quand même quelques années que les prix américains en dollars ne sont jamais impactés par les hausses, alors que l'Europe, on prend toujours toutes les hausses, alors que depuis un an, l'euro n'a jamais été aussi haut, alors que le dollar s'est effondré. Donc la logique en 2026, moi je m'attends, on parlera de l'iPhone après. Je m'attends à ce que l'iPhone baisse en prix. Parce que la logique, c'est que si le prix du dollar reste le même, le prix de l'euro doit diminuer. Là, si le dollar est le même sur les S26, c'est vraiment que l'Europe, on paye une taxe pour financer les autres pays. Normalement, non. En tout cas, des dernières nouvelles que j'avais vues pour les prix en dollars, on parlait d'augmentation de 50 à $100 sur les S26. Donc tout le monde augmenterait. Donc il y a vraiment quelque chose. Il y a Maximilien qui est source fiable, avec qui on travaille. Prix Bulgarie, accrochez-vous s'il vous plaît. Galaxy S26 en Bulgarie, Galaxy S26 en 12,256, 1200 balles. Alors j'imagine qu'on est sur des leaks plutôt crédibles. 1200 balles, et je vais faire l'extrême. Le Galaxy S26 Ultra en 12 1 Tera, 2329 € pour vous donner un peu l'échelle et l'ordre de grandeur. L'aller-retour Bulgarie-France, ultra rentable pour les Bulgares, qu'on nous dit. Ça, c'est vrai. Et Obeskoura qui nous dit j'aurais préféré un S26 128 Go moins cher que ses prix annoncés, comme tout le monde. L'absence d'évolution photo sur le S26 de base ne me donne pas envie d'acheter. Effectivement, ça va être il va y avoir des réflexions à avoir aussi sur le changement de téléphone ou pas. Encore une fois, on a des téléphones aujourd'hui qui ont des mises à jour logicielles majeures de 5, 6,
6 voire 7 ans, on peut garder les téléphones longtemps. Donc ne vous précipitez pas, les prix augmentent, j'aurais plutôt tendance à dire même temporiser. Sur le S26, c'est une bonne remarque aussi de Bescoura, c'est le S26 classique le S25 classique était encore le dernier modèle haut de gamme de Samsung à avoir une version 128. On n'aurait plus ça du tout sur les S26, donc on aurait directement 256 Go, ce qui est bien en soi parce que 128, c'est vrai qu'avec les usages d'aujourd'hui, ça commence à être un peu ric-rac, mais forcément, du coup, mécaniquement, il y a une hausse à l'entrée sur les S26. Et Candil qui dit, pour finir, conclusion, les S24 Ultra et les S25 Ultra vont devenir vraiment vachement intéressants. Je suis d'accord avec ça. Il faut garder un œil sur ces modèles. Surtout si les augmentations sont confirmées, ça vaudra vraiment le coup de ne pas les acheter Day One, ces S26. C'est pas facile quand on est fan de Samsung, mais attendre 2-3 mois, ça peut faire une diff. On va continuer de parler de smartphones, les amis, de smartphones qui ne sont pas encore sortis. On va parler de l'iPhone 17e, du Google Pixel 10a. Et pour ça, petit jingle d'Expresso, s'il vous plaît. Ils sont imminents. Je crois que c'est imminent. J'ai pas les dates, mais on sait que c'est imminent. C'est dans les prochaines semaines. À partir du moment où c'est dans les prochaines semaines, on peut dire que c'est imminent. L'iPhone 17e va bientôt sortir. Alors on s'attend à ce qu'il soit révélé en mode communiqué de presse, si je dis pas de conneries, un peu genre un petit communiqué de presse comme ça. Voilà. Je m'attends plus à rien là. Ça fait depuis début janvier, on annonce toutes les semaines les MacBook Pro, il n'y a jamais le MacBook Pro qui sort. Donc là il y a une rumeur qui dit les iPhone 17e sont imminents. Moi ce que je peux vous dire, c'est qu'au vu des informations qu'on peut avoir à droite à gauche, il va se passer quelque chose d'ici mars, mais alors vous dire que c'est imminent par communiqué de presse ou qu'il va se passer quelque chose de géant ou que ils vont je crois que l'iPhone 16e ils avaient annoncé sur Twitter on fera une annonce demain et finalement le lendemain ils avaient annoncé l'iPhone, ce qu'ils n'avaient jamais fait auparavant, ils faisaient une annonce. Donc à quoi ressemblera l'annonce, j'en sais rien, mais c'est possible que d'ici la fin du mois de février on ait cet iPhone 17e qui arrive. Alors quelle nouveauté, rapidement déjà, l'iPhone 16e c'est le téléphone milieu de gamme d'Apple. Étonnant parce qu'Apple n'est pas connu pour le milieu de gamme, mais on a l'impression que cette année là ils veulent attaquer sur le milieu de gamme. Il y a des rumeurs aussi de Mac milieu de gamme autour des 700 € qui pourraient arriver. Donc pour aller plus loin dans sa croissance, qui est déjà très forte, Apple, ça marche très bien en ce moment. Apple va aller attaquer les flottes d'entreprises, va aller attaquer les étudiants, va aller attaquer des gens qui sont sur Windows ou sur Android. Et donc l'iPhone 16e l'année dernière faisait complètement partie de cette stratégie. C'est un téléphone autour des 700 €, je crois 719 au lancement, ce qui est un peu dommage parce que en vrai on l'a trouvé assez rapidement sous les 700. Donc je comprends pas pourquoi ils ont lancé à ce prix-là. Ça valait pas trop le coup de rajouter les 19 €. Donc le 17e, qu'est-ce qu'il aurait comme différence ? Eh bien, on resterait sur le même design. Donc un design d'iPhone 14 avec un seul appareil photo. Donc ça c'est le côté négatif. Par contre, dans les nouveautés, on aurait la puce des iPhone 17, donc plus de puissance. À 19, c'est ça ? À 19, et on aurait l'arrivée du MagSafe. Ce qui, mine de rien, comme ça, peut sembler très anecdotique, mais le vrai problème avec l'iPhone 16e qui n'était pas MagSafe, c'est que du coup, tous les accessoires iPhone étaient incompatibles avec ce téléphone. Et par exemple, moi, là, j'ai loué une voiture en vacances il y a quelques semaines, il y avait un support GPS MagSafe. Si t'as un groupe de 4 potes, il y en a un qui a un iPhone 16e, il peut pas mettre son téléphone sur le support GPS. Donc l'arrivée du support MagSafe sur le 17e, c'est une bonne chose. Pour le reste, voilà, on s'attend pas à énormément de changements, ça devrait rester la même formule. Par contre, et je le disais un petit peu plus tôt quand on parlait des Galaxy S26 qui vont voir leur prix augmenter, moi je m'attends à une baisse de prix en France. Quelques dizaines d'euros. Je m'attends, oui, sans doute autour 650, 699 peut-être, mais si on regarde l'euro-dollar il y a un an et l'euro-dollar aujourd'hui, il y a quasiment 20% d'écart, et Apple jusqu'à maintenant, depuis septembre, ne fait que rectifier les prix en euros pour baisser les prix en euros par rapport au prix du dollar. Donc la logique voudrait que ça poursuive dans ce sens, en tout cas je l'espère. Alors tu disais qu'en termes de processeur on serait sur le A19, du coup le même que l'iPhone 17, mais on s'attend quand même à ce qu'il y ait un petit cœur GPU en moins, donc il ne serait pas aux mêmes performances graphiques que son homologue de l'iPhone 17. Il va falloir voir les détails, mais c'est vrai que souvent c'est comme ça que fonctionne Apple, c'est comme toute l'industrie en général, c'est que tu as une production de puces, tu as des puces qui sont entre guillemets défaillantes, imparfaites, là tu récupères ces puces là pour ton entrée de gamme et tu mets celles qui sont parfaites pour le haut de gamme. Donc la logique veut que Apple va pas jeter des milliers et des millions de puces à 19 parce qu'il manque. C'est ça, j'avais pas le terme en tête, mais exactement ça. Donc du coup la logique voudrait que ça prenne cette forme. Alors il y a un autre élément qui m'interpelle dans la rumeur. Alors s'il y a une baisse de prix, je pense que c'est des choses qui peuvent être
acceptable du coup. Ouais. Mais c'est vrai qu'on s'attend quand même encore du 60 Hz en termes de taux de rafraîchissement. Oui. Au-delà du fait que à chaque fois on se dit 60 Hz, etc., on est quand même en 2026, téléphone à plus de 500 balles. Est-ce que ça reste pas quand même un petit peu le petite anomalie, ce 60 Hz qui est là, quoi, qui persiste? C'est totalement l'anomalie, hein. Même chose sur l'encoche qui devrait rester a priori, ils vont continuer de réserver. Mais si tu regardes comment Apple construit ses gammes, c'est toujours extrêmement bien segmenté, avec toujours des choses qui sont réservées à la génération au-dessus et qui attendent l'année d'après quand l'autre a une nouvelle fonction pour arriver sur le milieu de gamme, etc. Oui. Donc si tu regardes la chronologie d'Apple, on a eu le 120 Hz sur l'iPhone 17. Avant l'iPhone 17, tu n'en avais pas. Donc le mettre dès maintenant sur le 17e, autant dire aux gens n'achetez pas l'iPhone 17. Là aujourd'hui, maintenant que le 17 est en 120 Hz, le 17e est encore plus légitime à être en 60 Hz pour que les vendeurs en magasin disent ah bah regardez, l'écran du 17 est beaucoup mieux, c'est 250 € de plus, mais allez-y parce qu'on vous le recommande. Donc c'est juste de la fragmentation de gamme. C'est exactement logique. Ça. Moi je pense 19e peut-être qu'on aura du 120 Hz partout, mais même l'année prochaine je m'attends pas à du... On peut pas leur enlever le fait qu'ils soient quand même bons dans leur capacité à fragmenter leur gamme et du coup à justifier ce choix ou ce choix. C'est parfait et ça te fait toujours monter petit à petit. C'est-à-dire que tu te mets généralement un achat chez Apple, c'est rarement un achat spontané, c'est un achat que tu réfléchis et tu commences souvent par vouloir le petit modèle, puis tu montes 200 €, tu montes de 200 € et à la fin tu vas prendre un modèle plus haut de gamme avec plus de stockage en te disant voilà c'est pas grave, au moins j'ai mis plus d'argent mais j'ai les meilleures fonctions. Donc là-dessus ils sont très forts, ils arrivent, l'absence de 120 Hz sur le 17e sera le meilleur moyen de vendre le 17 et 120 Hz. Pour moi d'ailleurs la difficulté elle est plus sur la segmentation entre la gamme classique et la gamme pro aujourd'hui, où il y a de plus en plus de plus en plus de difficultés à trouver des justifications pertinentes aux pros par rapport à la gamme classique. C'est le 17 est très bon, je pense, vu que la gamme classique est vraiment bien montée. L'iPhone 17 par exemple classique était très bien. Et on remarque que maintenant que le 17 est passé en 120 Hz, la même année le 17 Pro change complètement de design, une couleur hyper reconnaissante. Il se vend autrement. Voilà, c'est ça. Et on a eu des résultats là sur la Chine où l'iPhone cartonne comme depuis rarement. Et a priori le principal motivateur c'est le orange. Je vois partout. La couleur orange. Et donc finalement, c'est parce que le 17 Pro a monté en gamme, monté en design, un vrai truc distinctif, qu'ils ont pu mettre le 120 Hz sur le 17. Donc c'est comme ça qu'il fonctionne. Et je pense que si en effet avoir un téléphone 60 Hz vous plaît pas, le 17e sera pas fait pour vous, mais ça empêchera pas Apple d'en vendre des millions. Je continue un peu de faire l'avocat du diable, mais on s'attend à 2 capteurs photo, pas de zoom optique, un seul capteur photo. My bad. Comme l'iPhone Air. Comme l'iPhone Air, est-ce que c'est pas un peu pour un téléphone qui va tourner autour de 650, 700 plus chiche. On considère encore ça un peu lèche. Il y a des téléphones à 500, 600 balles aujourd'hui qui ont 3 capteurs photo devant zoom optique. Moi, et ça va permettre de faire une transition parfaite avec le Google Pixel 10a, mais je pense que les personnes qui veulent justement des specs, les meilleurs appareils photo, etc., n'ont aucun intérêt à prendre l'iPhone 17e. Mais la cible de ce téléphone, c'est quelqu'un qui a l'iPhone 12, quelqu'un qui ne jure que par l'iPhone. Les entreprises aussi qui sont beaucoup à préférer l'iPhone parce qu'ils peuvent déployer des certificats sécurité, des VPN, s'en fout la photo partout. Ils s'en foutent. C'est ton téléphone secondaire, t'es pas censé l'utiliser pour partir en vacances. Donc dans ce cas-là, la proposition est très pertinente. Mais en effet, si vous cherchez un bon téléphone rapport qualité-prix à 600-700 €, on trouvera mieux chez Google, chez Nothing, chez OnePlus potentiellement. Je pense qu'en effet, beaucoup d'acheteurs et d'acheteuses seront des gens vraiment, il faut imaginer le grand public qui est rassuré par la marque Apple déjà, qui vient en effet de vieux modèles et qui maintenant l'iPhone 12 à l'époque ou l'iPhone 10, iPhone, tout ça, c'était quand même à des tarifs vachement plus abordables par le passé qu'aujourd'hui sur les pros et les gammes classiques. Et donc je pense qu'en effet une gamme E, ça leur permet de rester dans l'écosystème qu'ils aiment beaucoup, qui les rassure. Et en fait, on a des logiques comme ça de fidélité qui marchent bien. C'est un peu le meilleur premier iPhone des gens qui veulent. C'est ça. Et on en parle négativement parce que forcément, nous, on a des attentes, mais le téléphone, il est loin d'être nul. Hein. Moi, le 16e à l'annonce l'année dernière, j'avais des doutes, je l'ai utilisé, il avait une autonomie de 2 jours, il était super bon en tout, ultra réactif. C'est quand même un bon téléphone. Format très sympa, en 6.3. Le format, c'est du 6,1. C'était 6,1, je pense. 6,1, il n'était pas passé à 6,3. C'était Et ce qui est intéressant aussi, c'est que
ça va être intéressant de voir maintenant de mettre fin au doute entre SE et E, parce que beaucoup, je crois que c'est toi qui dis non, c'est pas le successeur du SE. Ouais, c'est pas parce que les SE déjà en fait sur le rythme commercial, c'est tous les 3 ans. C'est tous les 3 ans. Et maintenant en fait on a la preuve. Beaucoup de certitude quant au fait que ça va être chaque année maintenant. A priori, ça va être chaque année, voire même dès l'année prochaine, si les rumeurs sont justes. Cette année, en septembre, il n'y aurait que les iPhone Pro. Et le pliant, du coup, le fameux Fold. Et en fait, l'année prochaine, donc à peu près même période février-mars, il y aurait le 18 et le 18E en même temps. Ce qui, du coup, renforce l'impression qu'il va falloir garder le 60 Hz et le 120 Hz. C'est que tu annonces les deux téléphones pour tous en même temps. Et tu mets le 120 Hz que sur le plus cher des deux. Donc ça risque d'être logique. Ça va être marrant cette année chez Apple, en tout cas. Pour résumer, on va être peu ou prou sur le même design. Par contre, puce A19 de l'iPhone 17, un petit peu bridé, mais qui fera entièrement le taf. Oui, il n'y aura pas de diff. Compatible MagSafe. Toujours par contre la même configuration photo. En termes d'autonomie, on s'attend quand même à du bon parce que j'imagine que la puce A19 elle est encore mieux optimisée cette année, donc un meilleur équilibre. Tu auras le nouveau modem aussi, le modem C1X. Le C1X, qu'est-ce qu'il va apporter le modèle C1X déjà l'iPhone 16e l'année dernière était le premier avec le modem C1, donc c'est le premier modem conçu par Apple. C'est un modem développé par Apple. Avant ils utilisaient des modems Qualcomm et c'est un modem qui, surtout le vrai avantage de ce modem, c'est qu'il consomme beaucoup moins de batterie. Et c'est important quand tu veux faire des produits entièrement toi-même. On a eu le C1X qui est la version évoluée uniquement dans l'iPhone Air. Il y a encore des modems Qualcomm sur les autres iPhones et en 2026 Apple va mettre ses modems partout et là on va récupérer le modem C1X de l'iPhone Air qui est un peu plus performant, un peu plus optimisé, qui est compatible avec les appels satellitaires. Donc ça fait partie des fonctionnalités qui vont arriver. Donc on peut s'attendre en effet à une meilleure autonomie. Après à voir s'il y a d'autres surprises au niveau des nouveautés. C'est vrai qu'il y a les nouveautés logicielles qu'on n'a pas évoquées, mais l'iPhone 17 a plusieurs fonctions exclusives. Donc il y a les filtres photos, on s'en fout un peu, mais par exemple le mode dual capture pour filmer à la fois avec la caméra arrière et à la fois la caméra avant. La logique voudrait que ça arrive sur l'iPhone 17e aussi. Il n'y a aucune raison de pas le mettre sur ce téléphone-là. Pardon, j'allais dire sur la date, Nico a bien fait de rappeler qu'il y a jamais, en ce moment il n'y a pas de certitude à avoir avec Apple, mais j'avais quand même vu que l'une des safe baits c'était de dire 19 février comme l'année dernière. Le 16E c'était un 19 février. 8 jours quoi. Et commercialisation la semaine suivante si je dis pas de bêtises. Le 19 février ça serait un jeudi, ce qui est rare pour Apple. C'est plutôt les mercredis Apple, non mardi, mercredi. Ça donc on prend avec 1000 pincettes évidemment, mais j'avais vu alors, en plus c'est Taquet de Source Frère, enfin genre Source Taquet, j'ai dit les mots dans le mauvais sens. Vous avez la ref, mais j'avais vu un truc comme ça et du coup j'étais en oui ça me... En fait le calendrier est pas idéal parce que d'un côté il y a les Google Pixel 10A dont on va parler dans un instant qui arrive a priori semaine prochaine, donc c'est-à-dire qu'Apple se lance la même semaine que le Pixel 10A, pourquoi pas mais bon c'est quand même un peu particulier, et la semaine d'après c'est les S26, donc pareil même scénario. Donc est-ce que finalement tout ça nous décale pas à vraiment la fin février ou début mars? Je sais pas, parce qu'en même temps quand tu t'appelles Apple c'est plutôt les autres qui ont peur de toi quand tu sors un communiqué. Hasard du calendrier ou pas, mais Google va lui de son côté dégainer aussi un téléphone axé milieu de gamme. On parle du Pixel 10A chez Omar, et il y a un truc qui m'interpelle, ce serait une première, on aurait le même processeur que le Pixel 9A, alors que d'habitude il y a quand même une évolution de génération au niveau des processeurs au fil des versions, au fil des années, et là on garderait le même processeur que l'an passé. Pas sur les A, justement, sur les A. Nickel. Sur les A, normalement, justement. Il y a un changement là sur les A? Sur le A, non, moi, il me semble que l'année dernière, il avait la nouvelle puce. Il avait la nouvelle puce. Pardon, j'ai mal compris. Sur le Pixel, moi ce que j'ai, on a un télé, dans l'article tout ce qu'on sait du Pixel 10A, j'ai vu que ça serait une première, que le Pixel 10A réutiliserait le même processeur que la génération précédente, donc que le 9A. Oui, d'accord. Oui. Pardon, j'ai tout à fait mal compris ton lancement. J'étais en mode, elle a même plus que les Pixel 10 et j'étais, voilà. Non, que le 9A. Oui, tout à fait. Ça serait. C'était clair pour tout le monde là. Allez, il y a deux mecs en train de dire non le 10, non le 9A. Pardon, on relance le stream. C'est la fatigue. J'ai un coup de barre. Désolé, mon bon Grégoire, j'ai mal compris. Et du coup, j'étais en mode, bah non, du coup, il aurait la même puce que les. Bah là, on serait sur le Tensor G4 du coup, et non sur le G5.
Donc tout à fait, oui. Et je refais un lancement propre. Vas-y, pardon, excuse-moi. Mon cher Omar, hasard du calendrier, le Pixel 10A va arriver imminemment aussi dans les prochaines semaines parmi nous. C'est une première. Le Pixel 10A aurait le même processeur que le Pixel 9A. Je la refais. On est tous fatigués, je suis content. C'est catastrophique. Il n'y a pas que moi, c'est bon. Je suis navré parce que tu avais fait un bon lancement et je t'ai tout... Offrez un café à Omar. La vanne de la régie. Oh pétard, donnez-moi un café aussi la JPP. J'en ai besoin. Je la refais. Allez. Les amis, hasard du calendrier ou pas, les Pixel 10A vont arriver dans les prochaines semaines. Et attention, ce serait une première. D'une génération à une autre, on aurait le même processeur. Ça veut dire que le Pixel 10A aurait le même processeur que le Pixel 9A. Et là, c'est une première. Et en même temps, c'est une première qui est un peu, pour moi, je la reçois un peu comme une mauvaise nouvelle, non ? Une mauvaise nouvelle, pour nous, je dirais, observateurs de la tech, on va dire. En effet, ça toujours un peu décevant quand une marque ne fait pas le bon générationnel ou ne reprennent pas, du coup, là sur le 10A, qu'ils ne reprennent pas la puce des Pixel 10. Ça aurait été top. Ça aurait été... ça resterait logique parce qu'on n'est pas sur une nouvelle puce, ils ont la production en masse, etc. Et là, bah oui, ils font des économies, j'ai l'impression. Ils feraient des économies sur le Pixel 10A, espérant que ce soit pour maintenir des prix. Je pense que c'était ça. C'est le nerf de la guerre, les prix. Il semble qu'ils n'augmentent pas les prix par rapport au Pixel 9A, et peut-être que ça vient de ce choix de puce. Il faut rappeler aussi que le Tensor G5, alors sur les benchmarks pendant nos tests, on a vu que le Tensor G5 n'était pas autant un bon en termes de puissance que ce qu'on pouvait attendre, parce que vraiment on nous l'avait teasé. Attention, le Tensor G5, depuis que Google fait conçoit ses propres puces, il les fabrique pas, mais depuis que Google conçoit ses propres puces de smartphones, etc., le G5 sera le vrai gros bon générationnel en termes de performance, etc. Le fait est que ça a été surtout en fait tourné vers l'IA, comme souvent de toute façon avec les Tensor, c'est très pensé pour l'IA de Google sur Gemini, etc. De l'IA en local, tu veux dire, notamment. De l'IA en local, il faut préciser en effet, pour pas mal de tâches, il y a quand même beaucoup de choses qui passent encore par le cloud, etc. Mais par exemple, en effet, c'est peut-être grâce au Tensor G5 que le zoom x100 des Pixel 10 Pro est vraiment excellent en termes parce que c'est du traitement computationnel de la photo qui permet d'avoir des zooms x100 complètement retravaillés à l'IA, full assumé, mais le fait est que le résultat est vachement bon, sauf sur du texte. Donc ça veut dire que le 10A qui n'aurait pas le Tensor G5 mais le Tensor G4 aurait moins de capacité d'intelligence artificielle en traitement local. Donc ça c'est un petit peu un petit peu dommageable. Toujours un peu dommage. Et après on parlait de l'iPhone 17E juste avant. Est-ce que le public du Pixel 10A est celui qui cherche, on reste donc je disais, nous observateurs de la tech, on peut forcément le prendre comme une mauvaise nouvelle, mais pour le public qui achètera un Pixel 10A, il faut que je me retrouve avec ces chiffres. Ça risque d'être, ça risque de pas être un argument trop marquant en termes de déception. Et on comprend le choix de Google en vrai, parce que le Pixel, le Tensor G5, il est chez TSMC. Il a été gravé chez TSMC, qui sont les Taïwanais. Et le G4, en fait, il était sur une autre finesse de gravure et c'était chez Samsung. Exactement. Et les chaînes de production de Samsung sont moins sollicitées. Un peu moins, on va dire, que chez les TSMC. Et on est sur les finesses de gravure précédentes, il y a forcément moins de demandes sur un temps T. C'est vrai que ça joue. Et ça joue à fond sur le fait de pouvoir fournir autant de téléphones que ça, et aussi sur les prix notamment. En revanche, en termes de nouveautés, il me semble qu'il y aurait... Pardon, non, vas-y, j'allais te lancer sur les nouveautés, justement, c'est ce qui est intéressant. Il me semble qu'il y aurait le design, on le voit à l'écran. Très similaire à l'année dernière. Ouais.
Tout plat à l'arrière. Très plat, en effet. Et du coup, ça, je trouve ça presque étonnant en termes de design. Alors, en effet, on n'est pas surpris parce que ça reste ça reste cohérent par rapport à ce qu'on avait vu l'année dernière. Mais la signature Pixel qui a longtemps d'abord été la barre, puis une évolution de cette barre en forme oblong, comme j'ai ici sur le Pixel 10 Pro par exemple. On l'a pas du tout sur les A et je sais pas quel. C'est le 8A ici là. Voilà, le 8A, il avait la barre à l'ancienne et on perd un peu cette signature Google qui je pense pouvait être quand même enfin c'était quelque chose quand même, c'était une signature chez Google, c'est un peu dommage. Après bon, il y a en effet peut-être pas besoin d'avoir une grosse barre par rapport au capteur qu'on a dedans, j'imagine. Enfin ça j'ai pas les infos, peut-être tu les as mieux que moi Grégoire sur les capteurs photo qu'on retrouverait sur le Pixel 10A, mais voilà, ça je trouve toujours un petit peu dommage qu'on ne soit plus sur cette signature et on devrait garder le même capteur principal que le 9A. Dans l'idée, il y a une très bonne remarque de étalon du cul dans le chat. Ça me tenait à cœur de dire son pseudo entier. Le fait que tu le prononces. Parce que mais pourquoi pas, j'aurais envie de dire pourquoi pas. Qui nous dit mais du coup pourquoi j'achèterais le 10A plutôt que le 9A, 250 € de moins. La seule nouveauté intéressante, ce serait le Pixel Snap. Tu peux rappeler un peu ce que c'est. Les rumeurs disent qu'il n'aura pas le Pixel Snap. En plus, tu vois, on peut rappeler ce que c'est le Pixel Snap pour tout le monde. Pixel Snap, c'est le MagSafe de Pixel en fait. C'est donc la norme Qi 2, donc c'est les aimants au dos du smartphone qui permettent d'avoir un accessoire qui vient s'aimanter à l'arrière et avoir une charge à la fois des accessoires beaucoup plus pratiques en voiture par exemple ou en mode stand si vous voulez n'importe où d'ailleurs, et une charge aussi plus optimisée parce qu'on a l'induction, la charge par induction est beaucoup plus efficace vu qu'on aligne bien tout ce qu'il faut sur la charge. Et du coup, MagSafe chez Apple, ça fait des années qu'on a ça et c'est bon. C'est instauré. Chez Pixel, c'est depuis les Pixel 10 qu'ils ont mis l'accent là-dessus avec les Pixel Snap. Et franchement, c'est rigolo. C'est bien, c'est une bonne chose. Ça va ouvrir la voie à beaucoup d'accessoires qui seront intéressants. Et tu récupères tous les accessoires de l'iPhone. Exactement. Sans avoir à faire de travail. En plus, oui, parce que MagSafe, je crois que la magnétisation est peut-être un poil. Maintenant, Apple a adhéré à la norme Qi 2 aussi. En plus, du coup, pour moi, c'est exactement les mêmes maintenant. Après, sur les anciens, c'était peut-être pas le même en gros, niveau. Ça marchait, mais c'est juste, je crois que ça pouvait glisser un peu si tu l'as secoué le truc, mais ça marchait en soi. Et il y avait le côté aimanté, mais juste, tu pouvais peut-être moins secouer que. Si on doit résumer sur la base des rumeurs sur les évolutions. Sur les évolutions, qu'est-ce qu'on peut s'attendre vraiment en évolution et en fait, s'il n'y a pas le Pixel Snap, on se le demande. On se le demande. Et ben c'est le même. Non, mais oui, pour racheter le 9A. Ouais, on se le demande vraiment. Et du coup, la question de étalon la lettre du HUC est hyper intéressante parce que vraiment, si il n'y a pas le Pixel Snap, qui déjà n'est pas un argument non plus. Ça vaut pas 200 €. On parlait de grand public et etc. qui n'est pas forcément combien le Pixel 9A porté sur la puce. Je vois pas pourquoi il serait méga porté non plus sur le Pixel Snap. Hâte de voir comment Google va réussir à, marketingment parlant, nous vendre le Pixel 10A. À combien on peut trouver le Pixel 9A je suis en train de regarder. Tu l'as à 400 balles à la Fnac et tu l'as à 350 sur des sites un peu plus obscurs, mais bon, en effet, si t'es toujours autour des... C'était 550 € l'année dernière, je crois, au lancement. Donc si t'as 200 € d'écart entre le 10A et le 9A, foncez sur le 9A. Et Joker, il va pas y avoir de différence. L'autonomie, la taille de la batterie, peut-être. Alors, l'autonomie, si c'est la même puce que l'année dernière, il n'y a pas d'optimisation supplémentaire. Et comme le design est globalement le même, ça serait surprenant. Donc ou ça se jouerait à quelques dizaines de milliers ou centaines de milliers. Très à la marge. Très à la marge. C'est pas ça qui changera la donne. Très curieux de voir comment ils vont nous vendre le téléphone. Disons que tant qu'il y a du 9A en stock, ça vaudra le coup. Après, c'est comme d'hab, j'imagine que le 9A sera épuisé un moment, et donc du coup, tu auras le 10A à la place du 9A, et que c'est un upgrade. Mais la bonne affaire, ça sera peut-être le Pixel 9A de ce début. Sur la question de la batterie, du coup, évidemment qu'on regarde le design et que ça dit quelque chose, parce que chez Google, il ne faut pas s'attendre à du batterie silicium carbone, et certainement pas en premier lieu sur un A. S'ils le mettent d'abord, ce serait sans doute sur des Pixel haut de gamme.
Donc oui, il n'y a toujours pas de silicium carbone chez Apple, chez Google, comme c'est le cas chez Apple ou Samsung. On va enchaîner tout de suite, messieurs. Merci Omar pour ce bon petit résumé sur le Dissar. On va passer à des nouveaux Tech Shot jingle, s'il vous plaît. Ça me donne envie de me dandiner comme ça. C'est pas mal. Mon bon Hugo, Razer ressuscite la toute première souris gamer de l'histoire, j'ai bien dit de l'histoire, mais attention, son prix dépasse celui d'un iPhone 17 Pro. Tout à fait, alors Razer a pété un câble sur le prix de sa dernière souris. J'ai l'impression d'être dans un titre Black Friday. Donc c'est le retour d'une légende, c'est la Razer Boomslang, qui est une souris qui est sortie en 1999, donc c'est la toute première souris gamer de l'histoire. C'était une souris à boule, tout simplement, c'était pas encore une souris optique à l'époque. On n'était pas sur les IntelliMouse et les MX de Logitech à l'époque. Donc Razer la ressuscite et lui donne une petite cure de jouvence cette année, avec du coup un châssis qui reste le même, hein. On est sur une souris qui est assez chum, mais qui du coup à l'intérieur est pour le coup assez moderne, avec un nouveau capteur, donc les capteurs des dernières Descender et autres derniers modèles de Razer, un polling rate de 1008 Hz, du sans fil évidemment, une station de recharge et tout ce qu'on peut retrouver dans une souris Razer moderne. Donc voilà, là on a une souris quand même qui est avec aussi un peu simili-cuir sur les boutons principaux. Donc la souris a été annoncée en décembre dernier. Là, elle a été lancée il y a 2 jours avec un nombre d'exemplaires de 1337. Donc voilà, Lite 1337, hein, vous l'avez, à un prix de 1337 € et dollars. Oui, en effet, c'est plus cher qu'un iPhone 17 Pro ou qu'une petite voiture d'occasion. Donc moi, une voiture ou une souris. Donc moi, à ce prix-là, j'espère qu'elle m'était toute seule sur Valorant, évidemment. Donc comment on peut expliquer le prix d'une telle souris ? Déjà, parce qu'on nous prend pour des pigeons. Non, je déconne. La rareté, déjà, parce qu'en fait, évidemment, c'est une série limitée, donc on est sur des chaînes de production qui sont dédiées. On refait un châssis exprès pour cette série. Donc forcément, de base, on est sur une souris plus chère. Déjà, c'est pas une souris, c'est un peu une œuvre d'art, ou alors une œuvre de collection, on va dire. Elle est moche, hein. Oui, l'art est souvent moche, hein. Et on va pas se mentir, c'est surtout pour la hype, en effet, parce que là, pour le coup, elle est sortie ce matin. Et la souris est déjà en rupture de stock partout dans le monde. Waouh! À l'heure où je vous parle. Donc voilà. Mais moi, je la trouve pas si moche que ça, les gars. Non, mais c'est vrai, je trouve qu'elle a un truc, quoi. Je n'aime pas du tout. T'aimes pas, toi? Déjà, comme quoi, c'est très clivant, quoi. Alors. Et j'ai une grosse crainte aussi, si je l'utilisais, c'est le simili-cuir en question. Ouais, ça, ouais. Avec les doigts tout le temps dessus, quand tu es sur ton ordi, à un moment, ça va. Je sais pas si ça colle, ça laisse des traces. Je pense que tu n'utilises pas une souris à 1300 €. Bah ouais, tu la mets dans un bocal, j'en sais rien. Dans un bocal. Par bocal, mais tu vois. Il y a Mac Dolphin qui dit il y a combien de souris d'indépendants en édition limitée qui coûtent 3 fois moins cher en étant meilleurs? Ah bah plein, évidemment. Évidemment. Qui voudrait utiliser cette souris? Alors déjà, tous les fans de Razer, parce que Razer a beaucoup de fans à travers le monde, et sauf qu'il y en a beaucoup qui gueulent, hein, vraiment sur Reddit, sur les forums, énormément de personnes qui gueulent sur moi j'étais fan de Razer, et là ils auraient voulu acheter cette souris. Parce que tout simplement fan de la marque et envie de la posséder. Ils ont vu le prix et beaucoup de posts sur le subreddit Razer qui se plaignent du prix. Peut-être qu'ils auraient eu un plus grand succès d'estime et peut-être commercial en ne faisant pas aussi limité et en cherchant moins le côté collector machin et tout, et avec un truc un peu plus accessible. Oui, tout à fait, même à plus de 200 balles, vu que c'est comme une édition limitée, je pense que les gens, même à 200-300, je pense que les gens mais là 1300 1400 €, entre 1300 et 1400 €. Oui, voilà, un tarif cher mais à 3 chiffres encore, ça aurait été peut-être plus et les gens ils auraient pu casser la tire peut-être. Il y a Poupipou qui nous dit on dirait un pied palmé. C'est vrai qu'il y a un petit truc un petit truc quand même rigolo. Il y a Alex qui nous dit du coup tu jettes ta souris dans ton écran OLED gamer par rage sur Counter Strike, bilan de l'opération 3000 balles. Il y a un peu de ça. On enchaîne avec le deuxième tech shot et on se remet un petit jingle parce que on en a jamais on adore les jingles. On adore les jingles. Nico, ça y est,
ChatGPT ou OpenAI a craqué des pubs intégrées dans son application. Aïe aïe aïe. Bah, ça fait mal pour les utilisateurs gratuits de ChatGPT forcément, parce que depuis le lancement du service, il n'y avait aucune publicité, on pouvait faire tout ce qu'on voulait avec, et évidemment, la publicité arrive dans ChatGPT. Alors déjà, un petit truc important, parce qu'il y a beaucoup de confusion sur ce sujet, notamment d'Anthropic, le concurrent d'OpenAI, qui a fait des publicités pour laisser entendre que les publicités seront au milieu de la réponse. Donc c'est comme si vous répondez, bah tiens, voilà ton programme pour les vacances. Et d'ailleurs, je te recommande ce super restaurant, noté sur TripAdvisor. C'est pas le cas. Ça sera pas le but. Les conversations sont toujours autonomes et le modèle sera toujours dissocié de la publicité. Par contre, en bas de la page, il pourrait y avoir de la pub en rapport avec ce que vous demandez. Pourquoi ? Parce que OpenAI arrive à un moment où il va falloir qu'ils se monétisent et où ils ont besoin d'argent. Parce qu'OpenAI, c'est une boîte qui perd beaucoup d'argent aujourd'hui, comme beaucoup d'entreprises dans la Silicon Valley qui mettent parfois des décennies avant de devenir rentables. Mais OpenAI, pour l'instant, ils veulent démontrer pas gagner d'argent, mais à court terme, ils aimeraient rentrer en bourse pour pouvoir faire évoluer leur valorisation. Pour ça, il va falloir montrer aux actionnaires qu'ils ont un modèle économique, donc la publicité va en faire partie. Et aussi parce que les concurrents, comme Google par exemple, sont pas vraiment des concurrents au même niveau qu'eux. Un Google, il peut ne pas mettre de publicité dans le Gemini et être multimilliardaire. OpenAI dépend de ChatGPT. Donc on est arrivé à ce moment où OpenAI n'a plus d'autre choix que de mettre de la publicité. Personnellement, ça me choque pas. Je trouve que c'est tout à fait logique. Ils ont commencé les tests cette semaine aux États-Unis dans 2 abonnements, dans 2 versions, ChatGPT gratuit et ChatGPT Go. Et c'est justement là que j'ai mon petit coup de gueule perso. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Autant sur ChatGPT gratuit, comme je l'ai dit, ça me choque pas. Je comprends qu'on mette de la publicité, c'est un service gratuit, il faut le financer et en plus la publicité n'est pas trop intrusive pour l'instant. Autant sur ChatGPT Go. Franchement, ça fait beaucoup là, ça fait non ? mal au cœur. Ça fait quand même, c'est un abonnement à 8 € par mois qui a été lancé récemment, qui permet de contourner les limites du ChatGPT gratuit. Donc, en soi, que cet abonnement-là, à terme, ait de la publicité, ok. Que tu mettes tes clients gratuits au même niveau que les gens qui payent 8 € par mois dès le début, moi, ça m'aurait moins choqué qu'on ait publicité dans le ChatGPT gratuit pour tout le monde dès aujourd'hui et que dans 6 mois, ils disent, bah, on va ajouter un peu de publicité dans le ChatGPT Go, puis dans 1 an, on en met partout dans le ChatGPT Go. Là, la manière dont tu valorises tes abonnés, je la trouve un petit peu abusée. Ouais, c'est un peu... En tout cas, les abonnements ChatGPT Plus à 23 € par mois et ChatGPT Go à 250 € par mois, non 220 je crois, mais ça coûte super cher. Eux ne sont pas concernés par la pub Go, pour l'instant. Pro, pardon. Plus et Pro, j'ai dit Go. Bon, c'était plus et Pro ne sont pas. Il aurait fallu une gradation comme YouTube Premium Lite et YouTube Premium classique, quoi, avec juste des pubs à certains endroits. Peut-être, ouais. En tout cas, moins de pubs. C'est vrai que là aujourd'hui, ces pubs arrivent pour gratuit et Go. Au même niveau, moi ça me dérange un peu quand même quand tu payes versus un Google Gemini ou un Claude qui sur les versions gratuites eux ne vont continuer à ne pas mettre de publicité. J'ai envie de dire que si on utilise l'IA que pour poser quelques questions toutes bêtes et qu'on n'est pas hyper attaché à la mémoire de ChatGPT, bah switcher sur Gemini pour l'expérience utilisateur, là c'est peut-être le bon moment. Donc le risque il est aussi là pour OpenAI. On nous dit Gemini au-dessus de GPT, nous dit Lolo. C'est ça le SIG, ça c'est au-dessus là. Je confonds toujours. Contry qui nous dit j'ai migré il y a quelques temps vers Gemini, je ne reviendrai pas vers GPT. Dites-nous dans le chat, vous, quelle IA vous utilisez, quel est votre LLM classique? Vous êtes plutôt sur Gemini, GPT, vous êtes sur Claude. Qu'est-ce qui vous botte en ce moment? Sur Siri. Il y a un peu de tout. Le retour bientôt, qui dépendra de Eric NBA qui nous dit Gemini doit faire une campagne de pub pour battre définitivement ChatGPT. Après Gemini, il y a un peu de la pub gratuite dans tous les téléphones Android de base. Déjà, c'était un très bon rappel de Nico. En effet, Gemini est évidemment une énorme brique dans la stratégie de Google, mais Google a 1500 briques. C'est ça. Et du coup, Gemini est maintenant un peu le liant entre tout ça et ils le mettent partout pour venir améliorer des services déjà existants et sur lesquels il y a déjà des modèles économiques, les suites pro de Workspace, etc. Maintenant, ils sont boostés tous à Gemini, mais Workspace était déjà un service que les entreprises payaient, etc. Donc ça, c'est... En fait, Gemini, c'est la vitrine pour parler à l'IA, mais les modèles, ils vont les mettre partout. Donc, à terme, on dit que ChatGPT est devant Gemini, c'est vrai, mais ChatGPT n'est pas devant Google. Et Google, à part en France, où on est une exception, Google, dans le monde entier, tu poses une question dans le moteur de recherche, tu as un résumé par Gemini devant. Donc, ils sont déjà l'IA le plus utilisé au monde. Maintenant, c'est vrai que c'est là où je suis d'accord quand même avec le commentaire, c'est que Google a grand intérêt à essayer de faire switcher les gens rapidement de ChatGPT à Gemini, en leur disant, chez
chez nous c'est gratuit, vous avez un meilleur modèle, vous pouvez faire plus de choses, il y a moins, le compteur est plus haut. Je pense que ça peut fonctionner et c'est vrai qu'à titre perso, j'utilise Gemini et Perplexity, c'est mes deux main drivers. ChatGPT, je l'utilise beaucoup moins, alors que croyez-moi, je l'ai beaucoup utilisé les premières années. Aussi, là, très Gemini. Beaucoup de Perplexity dans le chat. Il y a Warel, Bulldozer, Mamboudia qui sont sur Perplexity. Perso, j'utilise que Gemini, nous dit Lokido. 1 GPT-2 Gemini, 3 Grok pour le bon Joker. Grok, c'est pas mal parfois. Hein, c'est surprenant. Moi, j'utilise. C'est un usage très journalistique, donc c'est pas forcément dans l'usage courant, mais quand je analysais les réactions des gens sur Twitter, j'utilise vraiment Grok pour demander résume-moi tout ce qui se dit sur tel dossier là-dessus, séquence-moi des tweets et enfin c'est vraiment l'IA qui a la meilleure accès au flux en temps réel. Alors évidemment, elle peut aussi accéder à l'horreur d'internet, du coup, elle va peut-être un peu moins le filtrer, mais c'est un bon modèle. Il y a Mac Dolphin qui nous dit il existe une application comme Copilot pour Gemini et je trouve ça pratique de lancer une appli juste pour l'IA. Je sais qu'on l'a pour Perplexity. Perplexity, moi j'ai l'application, j'ai mon raccourci clavier, tac tac, et je lance Perplexity dans une petite fenêtre pop-up. Et c'est dans les paramètres. On a un tuto sur Android. Eh ben voilà, et notamment il va y avoir les prochains Android PC. Du coup, c'était le futur des Chromebooks. Et là, du coup, Gemini sera comme copilote sur ces futurs Android PC. Quoi. Ok. Et il n'y a pas d'application native Gemini aujourd'hui. Les développeurs de Google disent qu'elle est en développement, mais ça fait 6 mois qu'ils sont dessus. Je comprends pas comment ils font parce qu'aujourd'hui ils peuvent demander à Gemini de la vibe codée et normalement c'est en ligne. Donc je pense que ça sera. Et si on le faisait en live, moi, je pourrais, hein. Mais en tout cas oui, tu peux ajouter une web app à ton ordinateur et l'utiliser comme ça parfaitement. Ouais. On va passer à la suite, les amis. On va passer sur du Xiaomi. Et avant ça, petit jingle Texpresso. Allez, jingle Texpresso, c'est parti. C'est un monstre, c'est une bête, c'est un smartphone. Je parle ici du Xiaomi 17 Ultra qui arrive bientôt en France. Donc Omar, on s'est dit que c'était un peu le moment idéal pour voir un peu ce qu'on attend de ce smartphone qui promet du très lourd, notamment en photo. Oui, et c'est marrant parce qu'on parle d'un smartphone qui va arriver en France, mais qui en réalité déjà été annoncé et officialisé il y a quelques semaines, mois en Chine. Donc on sait déjà beaucoup de choses sur le smartphone. Il y a un visuel qui doit arriver. Vous le voyez dans les images du coup normalement. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est parti pour un tour? Ça reboot Gabin, on me dit. Viens, échange de place, viens, échange de place. Moi, je rentre chez moi, ça m'arrange. Viens, échange de place. Ouais, vas-y, c'est bon. Ouais, vas-y, je crois que c'est bon. Ouais. Voilà. Magnifique. Donc, je la refais ou tu veux la refaire ou... Ouais, je la refais. J'ai fait cette émission. Ça reste rigolo. C'est un monstre, c'est une bête. C'est un smartphone, je parle ici du Xiaomi 17 Ultra qui arrive bientôt en France et du coup on s'est dit Omar que ce serait le moment idéal pour rappeler un peu ce qu'on attend de ce smartphone qui promet du lourd notamment en photo. Alors c'est marrant. Oh pétard. Parce qu'on parle du coup, comme je le disais juste un peu avant, d'un smartphone en fait qui a déjà été officialisé en Chine et qui arrive en effet très bientôt en France. Et donc comme on le voit donc sur ces images-là, le bloc à l'arrière est très, je dirais pas assez de fois très présent, on peut pas passer à côté et c'est normal, hein, c'est vraiment le gros atout mis en avant par Xiaomi, c'est vraiment la photo, toujours de toute façon avec les gammes ultra, avec les modèles ultra chez Xiaomi. Donc c'est non seulement la photo mais c'est aussi la photo à la sauce Leica, donc grand spécialiste allemand il me semble du domaine de la photo. C'est un partenariat que Xiaomi ils adorent mettre en avant depuis plusieurs générations de smartphones haut de gamme. Xiaomi et Leica ils veulent vraiment qu'on associe les deux marques. Du coup, on peut parler un peu de zoom, notamment du module photo. Il y a une version spéciale qui va aller encore plus loin, c'est ça ? Alors, avant de te parler de la version spéciale, je voulais déjà revenir sur les photos, les specs photos. Ok, ouais. Les 3 capteurs photos qu'on a à l'arrière, on les distingue un petit peu là sur ce visuel. On a un capteur principal qui se veut assez conséquent avec un format 1 pouce et donc c'est déjà un format 1 pouce sur un capteur, plus le capteur est grand en fait plus ça permet d'avoir une meilleure gestion de la luminosité de la lumière, ce qui évidemment derrière c'est meilleur bokeh, meilleure sensibilité ISO, meilleure plage dynamique, etc. Mais en plus de ça, cette caméra principale de 50 mégapixels elle exploite aussi une techno qu'ils appellent
Lofic. Ouais. Lofic, je sais pas comment il faut le prononcer. Je vous passe ce que ça veut dire très précisément, mais en gros, c'est une techno qui promet un traitement encore plus optimisé de la dynamique, de la gestion de la dynamique, et carrément, ils le disent comme ça un petit peu, de sauver des scènes irrattrapable en gros. Okay. Donc l'une des promesses, un des exemples qu'il donnait pendant la conférence, c'était les feux d'artifice qui sont toujours un peu une galère à prendre en photo sur smartphone, surtout sans trépied, etc. L'une des promesses du Xiaomi 17 Ultra, c'est, vous allez voir, ça va être un jeu d'enfant, les feux d'artifice. Donc c'est un truc, on va pas le tester le 14 juillet malheureusement ce smartphone, parce qu'a priori il sort vraiment bientôt, on reviendra un peu plus tard dessus, mais à voir. J'espère qu'il y aura un feu d'artifice pendant le test. Okay. Il y a Mac Dolphin qui nous dit ça fait plaque chauffante, c'est vrai que ça rappelle quand même mes plaques induction. Dites-nous dans le chat ce que vous en pensez de ce design. Moi je vais être très transparent et très honnête, je n'aime pas. Voilà. Je suis pas un grand fan de cet énorme module photo. La coque offerte est sympa pour le coup. Je vais y revenir un peu. Pardon, les images vont aller très très vite, beaucoup plus vite que moi chronique. Mais on a évidemment aussi du coup un ultra grand angle 50 mégapixels, je vais pas m'attarder dessus. Et la grande star, tu l'évoquais un petit peu Grégoire, c'est le téléobjectif périscopique de 200 mégapixels, et c'est notamment un téléobjectif qui peut offrir un zoom continu de x3,2 à x4,3, équivalence donc 70-100 mm en zoom. Et au-delà de ça, on a un grossissement qui peut aller jusqu'à x17,2, équivalent 400 mm, sans perte selon la marque. Là aussi, évidemment, c'est des promesses de la marque, faut voir ça. Et donc, tu me parlais d'un modèle spécial. Le voilà. On a aperçu une vidéo de MKBHD qui a pu un peu tester le Xiaomi 17 Ultra Leica Edition. Et lui, en fait, il a un truc assez particulier, c'est qu'il a une bague rotative sur le pourtour du bloc photo. Donc, en fait, on fait comme ça avec ses doigts. On me voit. On fait comme ça pour avoir une expérience qui nous rappelle les appareils photo boîtiers, les boîtiers exactement. Et ce n'est pas tout. On le voit donc c'est dans cette vidéo de MKBHD. L'édition, elle vient avec plusieurs accessoires. On a la Dragon, on a le cache photo. Là, voilà, il sort le cache photo avec Leica. Leica partout, tout le temps. On est vraiment sur une expérience d'appareil photo là. Et on a même la chiffonnette. Rien que pour ça, j'achète, messieurs. Et du coup, du coup, ils ont pensé à un packaging. Et voilà, là, on voit la Dragon. Donc c'est assez, ils misent vraiment beaucoup là-dessus. Donc ça sera intéressant à suivre. Dans les commentaires, on nous dit tous les téléphones se ressemblent, au moins c'est différent. Le Kido qui aime bien le design, Mamboudia qui nous dit le capteur 1 pouce a l'air ouf quand même. Lordibus qui dit mais faut avouer qu'il est d'une sacrée puissance et de qualité d'image. J'ai eu la chance de l'avoir en main et de le comparer avec l'Apple 17 et le 25 Ultra. Nice. À t'écouter Omar, j'ai l'impression là d'avoir vraiment limite un appareil photo devant moi. Mais c'est avant tout quand même un smartphone. C'est dans la vidéo qu'on a vue d'MKBHD, il dit ça d'ailleurs. Il dit c'est un appareil photo et en fait il y a un smartphone qui est rattaché c'est un peu l'appareil photo. Mais du coup en effet il y a un smartphone derrière tout ça. Il y a un grand smartphone de 6,9 pouces pour l'écran, affichage LTPO, AMOLED, taux de rafraîchissement allant de 1 à 120 Hz, la classique, définition 1200 x 2608 pixels très exactement, et un pic de luminosité à 3500 nits, donc sans doute en localisé, il faudra voir la luminosité globale, mais ça on profitera d'un test pour en apprendre plus. Ultra puissant, tu disais, quelqu'un dans les commentaires le mentionnait, Snapdragon 8 Elite Gen 5 dernier cri, donc c'est la dernière puce de Qualcomm ultra puissante, certification IP68, IP69, je rappelle c'est résistance au jet d'eau à haute pression et à haute température, donc si vous le mettez dans la machine à laver en gros, c'est pour ça. Au Karcher aussi, c'est comme ça qu'il teste, il envoie une sorte un mini Karcher dessus, mais c'est surtout pour si tu l'oublies dans la machine à laver. Je sais pas qui oublie ça dans une machine à laver, mais moi surtout vu la taille. Et 230 grammes au passage, donc c'est un beau bébé. Je vois vos questions dans le chat, notamment le prix, la sortie du Xiaomi 17. On va y répondre à tout ça dans quelques instants, il me semble. Enfin, je crois, c'est même sûr. Si Omar a envie. Je crois qu'on va en parler. C'est prévu, mais c'est pour la watch time, c'est pour vous garder avec moi. T'as fait le tour des specs un peu là, mais t'as pas oublié un petit truc. J'ai oublié un petit truc. Il y a un truc dont t'as pas parlé. J'ai oublié un gros truc même. La batterie 6800 mAh dans le smartphone, le Xiaomi 17 Ultra. Attention, donc on voit 90 watts en filaire, 50 watts sans fil, mais attention, le 6800 mAh c'est en Chine. En France,
on aurait en tout cas selon les rumeurs une batterie plus faible. Et c'est extrêmement crédible parce que sur les 2 derniers modèles, en tout cas le dernier c'est sûr, le 15 Ultra, il n'y a pas eu de 16, hein, je précise, on est passé du 15 au 17 pour s'aligner aux iPhones. Tout à fait, toujours pareil. On est sur le 15 Ultra, on avait une batterie moins grosse en France et je crois sur le 14 Ultra aussi. Et là on serait sur une batterie de 6000 seulement mAh en France, donc 800 mAh de moins. Mine de rien, 800 commence à être sur un différentiel important. Et ça, l'année dernière en tout cas, Xiaomi l'avait justifié, s'était expliqué en disant il y a c'est lié à de la logistique, à des taxes au niveau de l'import en France. Okay. Donc c'est pour essayer de maîtriser les prix. Je vous laisse y croire ou non. En termes de, tu me parles des prix là, justement, et c'est une question qui a été posée par Lolo, qui a tout simplement posé la question, le prix. Oui, voilà, très bonne question. Alors je vais répondre 6999 yuan. Voilà. Faites de la démerdez-vous. Démerdez-vous. C'est plus ou moins 846 € hors taxe. Hors taxe. On n'aura jamais de prix en France. Les dernières rumeurs, les derniers leaks parlent de 1499 € PTC en France. Plus logique. Donc en face du S25 Ultra. S26 Ultra. Pardon. Alors après, ça c'est le Xiaomi 17 Ultra, mais il y a toute une gamme. C'est pas le seul de la gamme. Il y a aussi les Xiaomi 17 par exemple. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus sur ce qu'on attend en France, la version française du Xiaomi 17? J'ai juste oublié de préciser au passage qu'on l'attend pour le MWC 2026. Les dernières gammes de Xiaomi avaient été début mars. Donc toute fin février, début mars. Ouais. Je pense plutôt fin février. Il y a un week-end avant le début du MWC. Et c'est souvent le week-end pré-salon qu'il y a des annonces smartphones de ce type-là, et Xiaomi du coup annonce toujours des smartphones au MWC. C'est peut-être la dernière marque qui le fait, parce que même Honor l'année dernière n'annonce pas, pour moi, parenthèse. Mais du coup oui, les Xiaomi 17, on a un total de 4 modèles. Le Xiaomi 17 classique, on aurait un prix de 1099 € qui est évoqué pour la France, donc c'est plus que l'année dernière. Il me semble qu'on était encore sur les 1000 € pour le Xiaomi 15. Il y a aussi les Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max avec leur écran à l'arrière qui avait beaucoup fait parler d'eux, et c'est avec eux qu'on a compris que Xiaomi s'alignait sur les iPhones, parce que c'est la première fois qu'on a le nom Pro Max qui apparaît. Normalement on a un visuel juste après, et le design aussi juste ceux-là on ne s'attend pas à les voir en Europe. C'est dommage d'ailleurs. Ils sont rigolos. C'est lesquels ça, tu m'as dit? C'est le Xiaomi 17 Pro et Pro Max avec l'écran derrière. On a une prise en main qui est sur le site frandroid.com, et il faut savoir aussi que Ulrich, en profitant d'un déplacement pour une autre raison en Chine, a acheté un Xiaomi 17 Pro, donc vous allez avoir des papiers autour de vous allez avoir quelques papiers autour de ça, et du coup ceux-là on ne les attend pas, donc je vous dis pas de prix parce que ça n'a pas vraiment fuité. Et donc le Xiaomi 17 Ultra Leica Edition dont on a parlé, donc celui avec la bague rotative qu'on a vu chez MKBHD notamment, ça il n'y a pas encore de prix non plus qui leak, mais on imagine un prix plus élevé que le Xiaomi 17. Et lui c'est en France le 17? Oui, il se murmure qu'il sortira en Europe. Ok, c'est cool. Lozario demande pourquoi il n'y a pas le 16. Il n'y a pas le 16? C'est quoi le 16 donc non, il n'y a pas eu de Xiaomi 16 du tout. C'est une très bonne remarque, Lozario. Ils sont passés direct. Alors eux ils ont dit c'est pour vraiment marquer le coup sur la différence et le saut générationnel entre le 15 et le 17. La vérité c'est ils sont alignés à Apple. Ah d'accord, tout simplement. J'allais dire 17 Pro Max. Regarde juste cette image là. T'as pas l'impression de voir des iPhone 17 avec un capteur en plus. Ah c'est pas l'iPhone 17. Et surtout c'est Pro Max, et jamais ils ont utilisé cette terminaison. 17 Pro Max. Et du coup ils sont alignés full. Mais c'est malin cela dit en magasin. Et puis ils ont fait parler d'eux. Xiaomi gagne en notoriété petit à petit. L'utilisateur va en magasin, il voit iPhone 17, Xiaomi 17, il sait que c'est le rival, il sait que ça se met en face. C'est très malin. Ils font pareil pour les processeurs aussi. Il y a parfois des qui passe de 7000 à, notamment chez AMD à 9000. En vrai c'est Tu disais que Xiaomi gagne en autorité sur le haut de gamme notamment. Est-ce que Xiaomi se vend bien en France ou plus globalement dans le monde ou en Europe? Monde, France, en clairement. Chine ça doit marcher. En Chine sans doute un peu plus. Okay. Surtout qu'ils sont bien. Et Chine c'est un marché hyper concurrentiel. Huawei était devant, mais genre un point de pourcentage devant 3 ou 4 marques derrière, dont Xiaomi. Xiaomi, il y a 4 marques dans un bouchoir de poche à 15-16%, c'est ça chaque fois. C'est ça, et tu prends 6 marques, si tu descends à
entre 13 et 18%, un truc comme ça. Il y a 6 marques. Enfin, il me semble que Samsung est mis dans la même catégorie que Wiko. Tout loin derrière. Ils ne se sont jamais relevés de la. Le gros bâtard. Mais Wiko j'aime Samsung. On note au passage que Wiko existe toujours en Chine. C'est bien à noter aussi. Mais du coup, non, Xiaomi, clairement, ils vendent pas autant que Samsung et encore moins qu'Apple, évidemment, sur le haut de gamme. Mais les smartphones haut de gamme, très haut de gamme, c'est hyper important dans la stratégie de Xiaomi qui veut justement montrer qu'elle peut monter en gamme et qui veut justement gagner en notoriété. Et c'est un peu la stratégie pour faire ça. Donc, j'en ai parlé encore il n'y a pas longtemps avec les 2 patrons de Xiaomi France. Et ils me disaient d'une part qu'ils étaient plutôt contents de la progression des ventes sur le haut de gamme, même si de leur propre aveu, c'est encore confidentiel. Il y a beaucoup plus de succès côté gamme T. Les 15T qui sont sortis en septembre-octobre, eux, ils ont bien cartonné. Et la gamme T en Europe et en France notamment cartonne chez Xiaomi de plus en plus. Et ça, c'est leur principal moteur sur le haut de gamme pour l'instant. Donc, c'est des hauts de gamme accessibles, j'ai envie de dire, la gamme T chez Xiaomi. Et sinon, sur le très haut de gamme, et ben voilà, ils veulent, c'est lent, ça prend du temps, mais c'est leur stratégie pour gagner en notoriété. Et l'un des 2 patrons, du coup, me disait, vous avez la citation à l'écran, c'est un Français sur 5 maintenant qui considère Xiaomi sur des produits haut de gamme. C'est quand même le double d'il y a un an. Il parlait de chiffres de 2025, donc par rapport à 2024. Après, quand tu doubles, c'est toujours forcément bien, mais on rappelle, du coup, le mot important ici, c'est considère. Parce qu'en fait, si tu le fais à l'envers, 4 Français sur 5 ne considèrent pas Xiaomi dans les produits de gamme. Exactement. Mais par contre, oui, en effet, ils ont doublé. Mais la dynamique est intéressante. Parce que du coup, c'était 1 Français sur 10. Si je suis bon en maths, je ne le suis absolument pas, donc il y a moins que je me cours sur ça. Mais du coup, voilà, la dynamique est intéressante. Mais après, tu as toujours forcément une dynamique intéressante quand tu pars de plus loin. Donc c'est à remettre toujours en perspective ces trucs-là. Mais ils font des bons produits. Ouais, et ils sont contents de le truc. Et il y a toute une stratégie qui se met en place à nouveau en France avec maintenant des magasins Xiaomi Store qui rouvrent. Créteil-Soleil notamment, auquel je suis allé faire mon reportage et qui est très près d'un endroit que je connais bien. Mais du coup, maintenant cette fois-ci, ils les gèrent en direct, en propre exactement. Donc ils apprennent ce métier. Ils arrivent fort aussi sur les voitures électriques et le fait d'apprendre à faire du Xiaomi Store en propre chez Xiaomi, c'est aussi pour se préparer le terrain ils l'ont dit, hein, ça aussi, Guillaume et Guillaume, ils s'appellent, c'est très drôle, les 2 patrons, ils ont le même prénom, donc c'est difficile. Et il me disait, oui, clairement, c'est pour préparer l'arrivée, sans me confirmer officiellement qu'il y aura des voitures électriques en France de Xiaomi, mais ils me disent quand même pour préparer l'arrivée. Donc oui, ça va, elles arriveront en France. On va enchaîner avec la dernière séquence de l'émission, les amis, une histoire de hack assez inédite, et pour ça, petit dernier jingle. Il est en débat dans le chat. Nico, il t'est arrivé un truc assez banal en fin d'année, ça peut arriver à tout le monde. Tu t'es fait pirater ton compte PlayStation, sauf que l'affaire elle s'est révélée beaucoup moins banale que prévu. Ça a même fait le tour du monde dans les médias, hein. J'ai vu beaucoup d'articles passer. Tu as découvert un problème de sécurité chez Sony, et c'est justement ce problème de sécurité que tu as découvert qui a fait le tour du monde. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que à la base c'était une affaire banale, mais ça a rapidement pris une ampleur internationale que je n'avais pas vraiment prévue. Dis-toi que on a sorti une vidéo sur le YouTube de Numérama qui a très bien marché. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je vous encourage à aller la voir parce qu'on vous raconte tout en détail. Je pourrais pas aller autant dans les détails ici, mais ça a été repris par des médias à l'étranger. C'est qu'il y a des vidéos quand même de médias espagnols qui sont en mode Nicolas Leluche de Numérama. Et les gens de la rédac m'appellent encore Nicolas Leluche. C'est sur GeoGuessr, faut que tu t'appelles Nicolas Leluche. Je vais le faire. C'est une très bonne idée de blague, j'avais même pas pensé. Mais oui, le truc a fait le tour du monde. Je vais vous raconter assez rapidement ce qui s'est passé. Je vous dis que c'est assez banal parce que en soi, 22 décembre, donc juste avant Noël, je reçois un mail dans l'après-midi, virement PayPal, 9,99€ prélevé par Sony. Au début, je me dis, c'est ma faute, j'ai tendance à oublier de désactiver les abonnements. Je me dis, je gérerai ça en fin de journée, je tenterai de me faire rembourser, d'annuler le truc, et voilà, généralement ça passe. Fin de journée arrive, je regarde le truc, je me connecte, je vois le virement, j'arrive pas à savoir ce que c'est, du coup je me dis, ok, pas grave, je vais aller sur mon compte PlayStation, je mets mon mail et mon mot de passe, normalement j'ai un passkey, donc c'est quand même censé être protégé, à une clé d'accès, et ça ne veut pas se connecter. Ça me dit, ce mail n'est pas attribué.
je commence à me dire, alors là, il y a peut-être un problème. Petit palpitant. C'est quand même bizarre. Je me prends un virement et d'un coup, le mail ne fonctionne pas. Alors que normalement, quand je mets mon mail sur mon compte PlayStation, automatiquement, ça met le passkey, je mets mon empreinte digitale et je suis connecté. Donc, c'est censé être bien fait. Donc, je me dis, il y a un problème. Tu fais quoi dans cette situation? T'attends? Ce que j'ai tweeté déjà. Je sais pas si c'est le meilleur réflexe, mais j'ai raconté ce qui m'arrivait sur Twitter en disant, voilà, il se passe peut-être quelque chose pour voir s'il y avait des témoignages d'autres personnes qui me disaient, ah bah moi aussi, j'arrive pas à me connecter. C'était pas le cas. Les gens arrivaient à se connecter. Donc, c'était pas une panne des PlayStation, c'était lié à mon compte. Donc, ce que je fais, c'est que j'appelle le service client au téléphone. Je tombe sur quelqu'un très robotique qui me récite mon site, qui me dit donne-moi ton pseudo. Je lui donne mon pseudo, qui me dit est-ce que tu peux aller maintenant dans ta boîte mail et tu tapes facture PlayStation et tu me donnes un numéro au hasard de n'importe quelle facture. Je m'exécute, il me dit ok, c'est bon, bah je t'ai remis ton compte. Me dit ok, rapide, efficace, on me demande rien, parfait, ils sont très forts chez Sony. Je me connecte, je vois que quelqu'un a changé mon identifiant, c'est pour ça qu'il y a eu 10 €. Ces 10 €, c'est pour changer le nom d'identifiant, que mon nom a été changé, que tous mes amis ont été bloqués. Tu t'appelais comment du coup Regarde, Derol Boden. Et il a mis Dr Doom en image de profil, je sais pas si c'était pour me vanner, mais bon. L'accent espagnol peut-être, Derol Boden. C'est pour ça que ça fait le tour des pays d'Amérique latine. Mais bon, bref, du coup, je me fais avoir là-dessus, je vois que le mec est supprimé, donc c'est un peu la lue, je me dis, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Genre, comment c'est possible? J'avais un passkey, j'avais la double authentification avec un code de validation, donc voilà, bref, moi je panique un petit peu, mais je me dis, voilà, fin de l'affaire, c'est fait, j'ai l'impression que tout est fini. Il arrive à peu plus de 18h, et là je reçois un nouveau mail. Votre mail PlayStation a été changé. Wow, là, on sait que là c'est alors fait. Là, c'est le moment où je panique. Parce que je me dis, j'ai remis un double FA, j'ai remis un passkey. Donc, la seule probabilité technique que je connaisse pour que le mec me pirate, c'est que le gars surveille mon réseau, qu'au moment où j'ai créé le passkey, il a intercepté le signal et qu'il a répliqué mon passkey. Donc, si c'est le cas, c'est pas mon compte PlayStation le problème, c'est que je suis dans la merde. Ouais. C'est que globalement, on a accès à tout ce que je fais. Donc, vraiment, je panique un peu. Je tente d'appeler le service client de PlayStation. 18h, c'est fermé. J'ai le droit à la petite musique. Je me dis, bah tiens, je vais appeler le service client Amérique. Je me dis, eux, ils sont ouverts. Je les appelle. Ils me font, ah non, nous, c'est qu'Amérique. France, vous appelez France. Démerdez-vous. Mais c'est ouf, parce que il y a une urgence, quoi. Bah ouais, il y avait un peu une urgence. Donc franchement, c'est un peu la panique, paranoïa. Sur Twitter, je continue de raconter ce qui m'arrive. J'ai plein d'experts en cybersécurité qui commencent à prendre le truc sérieusement et qui me disent, attends, mais là, c'est quelqu'un a intercepté ton réseau, t'es en danger, change d'appareil, tout ça. Donc, change d'appart. Vraiment. Potentiellement, le mec a accès à tous tes comptes mots de passe. C'est ce que je me dis. Je me dis, le gars a accès à tout mon réseau. Donc, franchement, c'est un peu la panique. Je vous rassure, c'est pas ce qui s'est passé du tout. Hein. Et quand je non, fallait rien dire. Non, parce que avant vraiment, cette affaire, vous allez voir, révèle une faille de sécurité chez Sony absolument immense et ridicule. Et qui pourrait être corrigée facilement. Ouais, ça, c'était le petit teasing. Maintenant, on reprend l'histoire. Donc, qu'est-ce que vous feriez dans cette situation, vous? Je vous le demande. J'appelle la police. Non, mais je refais un swipe de tous mes de tous mes comptes. Je change de gestionnaire de password. Ouais, donc tu vas sur l'artillerie. C'est loin du micro, Hugo là. Pardon, excuse-moi. Le mec, il est comme ça, on le champagne. Mais oui, je change mon gestionnaire de mot de passe. Je change ce que t'as fait. Hein. Et je me dis, quelqu'un et je fais aussi un gros scan antivirus, malware, mais hyper approfondi. Je l'ai fait ça. J'ai fait le scan. Et en débranchant mon réseau. Je change l'adresse IP de la box, nous dit Country. Écoute, en tout cas, c'est pas ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait quelque chose d'un peu plus faux. Je me suis dit, tiens, si je contactais le hacker. Wow. ce qui est étonnant, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça sur le coup, mais je suis parti du fait que, comme il avait modifié mon pseudo une fois, on peut changer son pseudo, je crois, une fois par an chez Sony. Donc, il avait modifié mon pseudo, Sony m'a remis mon pseudo. Donc, il ne peut plus revenir en arrière. Donc, c'est-à-dire que si je contacte mon pseudo à moi, je vais tomber sur le hacker. Donc c'est ce que je fais. Comme ça que tu te parles à toi-même en fait. Je crée un compte PlayStation qui s'appelle Derol Stop Please. Et j'ajoute, je m'ajoute en ami. Le mec m'accepte très vite, me met un point d'interrogation et je lui raconte un peu la situation. Je lui dis je suis journaliste, il se passe quoi? Il se fout de ma gueule. Il me dit t'as qu'à demander au service client avec un emoji, tu sais, un peu qui me regarde. Donc déjà il me donne un indice, c'est le service client la faille. Bon, je tease un petit peu. Donc petit à petit je discute avec lui. Il est très arrogant.
Il parle mal, il me dit globalement que c'est ma faute, que tant pis pour moi, que en fait son business c'est qu'il pirate les comptes des gens à la recherche des jeux et après il les revend, que là il est deg parce que j'ai pas les jeux qu'il voulait mais qu'il y en a quand même quelques-uns donc il va garder mon compte. Des trucs dans le genre. Et je lui demande comment il a fait, je lui dis ouais tiens est-ce que tu veux pas genre on fait un truc, genre je t'embête pas, je garde ton anonymat, ce que tu veux, contacte-moi sur Signal, mais fais-moi une vidéo, je veux voir comment tu pirates le compte PlayStation de quelqu'un. Et il me dit c'est simple, je t'ai piraté parce que t'as publié un numéro de facture sur une vieille page il y a longtemps. Et là, bam, tout revient en tête. Le mec du service un peu, quoi, le mec du service client m'avait demandé un numéro de facture. Et avec le numéro de facture, il m'a redonné mon compte. Et c'est là en fait que le hack est découvert, les amis. Il suffit d'appeler le service client de PlayStation, de dire hey, bonjour, je m'appelle Omar et voici le numéro de facture. Et il vous donne le compte de et il supprime le passkey, il supprime en fait et là où l'affaire va plus loin que ça, c'est que maintenant je sais que les employés de Sony ont un logiciel qui s'appelle Pacman qui à mon avis ne respecte absolument aucune loi européenne sur les données privées etc. Et en fait il leur suffit de taper votre pseudo PlayStation et ils ont votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone, toutes vos factures, votre carte bleue en clair, attention c'est quand même le numéro de carte bleue est en clair, le pseudo, votre mot de passe, votre passkey, et si vous voulez, s'ils veulent changer votre mot de passe, vous dites ouais je veux que tu mettes en mot de passe Vive Xbox, ils font modifier, ils écrivent Vive Xbox, ils disent c'est bon ton mot de passe est modifié. Donc ils ont un mode Dieu, ils ont des droits administrateurs Dieu sur tous les comptes. C'est un scandale. C'est un scandale, c'est un immense scandale, c'est pour ça que ça a été repris. Et en fait ces mecs là comme Derol, ils contactent les services clients Sony massivement et ils récupèrent des comptes pour les revendre derrière. Donc là le mec il a appelé le service client, il s'est fait passer pour toi. Ou alors il a quelqu'un qui travaille là-bas, ou alors il passe par le chat, parce que tu peux passer par le chat aussi. Et il demande un numéro de facture. C'est que ça a l'air, du coup j'ai pas mal enquêté là-dessus, ma théorie c'est que il y a énormément de piratage qui viennent notamment d'Amérique du Sud, les hackers viennent souvent d'Amérique du Sud, donc je pense que le service client en Amérique du Sud est sûrement sous-traité par des gens qui sont pas très regardants, et que ces gens-là attribuent les comptes. La question que vous allez vous demander, c'est comment ils ont eu mon numéro de facture. Bah oui. Moi, en l'occurrence, il y a une capture d'écran qui a été publiée il y a 3 ans dans un article sur Numérama qui parlait des factures Sony où on apercevait le numéro. Et à partir de ça, en fait, le mec a scalpé des sites et l'a retrouvé comme ça. Mais la réalité, c'est que depuis que j'ai révélé cette histoire, je reçois tous les jours, et quand je vous dis tous les jours, j'en ai reçu 2 aujourd'hui et 3 hier, des messages de gens qui me disent je sais pas ce qui s'est passé, on m'a piraté mon compte. Donc, comme pareil. Toi, je fais comment? Et la réalité, c'est que je pense qu'avec toutes les fuites de boîtes mail qu'il y a pu avoir, avec tout ça, en fait, c'est hyper facile pour quelqu'un de récupérer une série de boîtes mail, de faire un commande F et d'écrire reçu PlayStation, d'avoir des factures, et comme il suffit que de la facture pour bloquer le compte, t'as la facture, tu peux changer le mail et récupérer le compte de quelqu'un d'autre. Je suis sûr que tu peux aussi en plus absolument automatiser encore plus rapide. Là en l'occurrence voilà, l'image était publiée sur Numérama, donc moi en l'occurrence c'était public, mais dans plein de cas ce n'est pas public. C'est ouf, et c'est là où le truc est complètement fou. Parce que déjà dans le cadre d'un truc public, tu te dis ouais le gars il allait chercher machin et tout. C'est lunaire. Mais en fait il suffit avec toutes les fuites de données. C'est extrêmement simple. Et bon derrière je vous passe les détails. Je vous dis on a une vidéo YouTube sur Numérama où tapez Numérama hack PlayStation. On vous raconte tout. Il y a toutes les captures d'écran, tous les échanges. On peut pas faire plus complet. Donc voilà je vais vite. Moi j'ai pu retrouver mon compte et je pense que c'est dû au fait que je suis journaliste. Parce que le service client Sony m'a dit oui on va ouvrir une enquête, on va voir, on vient vers vous, et étrangement le compte est revenu dans la nuit. Et c'est arrivé au moment où les médias américains, les médias sud-américains ont tous repris mon article. Donc je pense que ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un chez Sony aux États-Unis a vu le truc, s'est dit oulala, là il faut rendre le compte. Et du coup on m'a rendu le compte et depuis je me suis plus fait pirater. 1 heure avant, le Derol m'avait dit que j'aurais jamais mon compte, c'est que là il est tranquille et que c'est à vie. Donc bien fait pour toi Derol. T'es plus en contact avec lui? Non, je suis plus en contact, je suis deg. Franchement je suis deg parce que. Et t'as fait la vidéo et tout Non, il a pas fait. Why should I make a video? Il voulait pas. Il était à la fin il parlait vraiment mal, il était en mode que de toute façon il connaît le support de Sony, que j'ai beau le récupérer mon compte, il le récupérera toujours et toujours, donc il est pas inquiet quoi. Là où j'ai des doutes aujourd'hui, il est dans le chat du Joker. mais pardon Nico. Le gros problème finalement, c'est que les gens qui se font voler leur compte, qui sont nombreux, il y a des témoignages depuis des années, moi j'en reçois tous les jours comme je vous le disais, eux ils ont pas la carte magique journaliste, c'est quelqu'un qui va intervenir vite, et malheureusement le service client Sony, notamment en France, parfois
quand il y a eu des changements, peut refuser le changement. Alors que j'ai l'impression qu'en Amérique du Sud, ils sont beaucoup plus open. Donc, du coup, c'est un problème parce que ça permet, ça fait finalement que celui qui s'est fait voler son compte doit plus prouver qu'il est que celui qui veut le dérober. Et l'autre truc qui m'a l'air très probable, c'est que je sais maintenant, et parce que le service client Sony me l'a dit au téléphone, qu'ils ne regardent pas que les numéros de facture, ils peuvent aussi regarder d'autres informations comme le premier pseudo PlayStation ou la console utilisée. Donc en fait ils vont vous poser des questions aléatoires. Si vous avez les réponses à ces questions, ils peuvent vous donner le compte de quelqu'un d'autre. Donc en fait c'est même pas une question de facture. Il suffit de tomber sur un employé PlayStation un peu trop laxiste et de pleurer en disant je me suis fait voler mon compte, j'ai tous mes jeux, pour que le mec peut-être par pitié va dire bah tiens je te rends ton compte et fous-moi la paix. Et c'est un immense problème. En fait il y a une naïveté je trouve coupable de ouf, inadmissible dans le sens où on dirait qu'ils sont restés sur des réflexes qu'on a début des années 2000, les questions là c'est quand tu voulais récupérer ton MSN, la date de naissance ça fait partie des questions. Ta date de naissance, moi je tape ton nom dans il va trouver le numéro de facture, il va trouver ta date de naissance. Avec question, je peux avoir ton RIP, je peux trouver ton IBAN en 10 minutes. À quel moment j'aurais pas ton numéro de téléphone? Ah bah oui, vous m'avez eu. Il y a absolument zéro sécurité. Il y a deux questions intéressantes, une dans le chat et une que je vais te poser. C'est est-ce que du coup Sony a fait des corrections? Et la deuxième question c'est Farketchup qui la pose, et c'est fait que faire pour contrer cela, se prémunir à l'avance. D'abord la première question, est-ce que Sony a fait des corrections pour corriger cette faille de sécurité? Sony, ils ont mis beaucoup de temps à rentrer en contact avec moi. Je les ai appelés une dizaine de fois dans la suite de ce qui s'est passé. Personne ne m'a répondu. C'était Noël, c'était le Nouvel An, donc bénéfice du doute. Finalement, ils sont revenus à moi en disant on n'avait pas du tout vu des appels, on était au courant de rien. Ce qui m'étonne, c'est que l'affaire a quand même été reprise par une centaine de médias. Il y a eu des vidéos, plein de choses. Donc je vois pas comment ils pouvaient passer à côté de ce qui s'est passé. Un mauvais centre de gestion de crise. Ils ont mis beaucoup de temps. Aujourd'hui, ils me disent que le dossier a été transmis au Global. Donc Global, c'est États-Unis, c'est Japon, et qu'ils sont sur l'affaire et qu'ils vont s'occuper de faire quelque chose. Mais la réalité, c'est que je n'ai eu aucun échange avec le Global. J'ai beau demander à parler à quelqu'un de la sécurité, on veut pas me mettre en contact avec quelqu'un de la sécurité. Mon seul interlocuteur est en France. J'ai l'impression qu'ils vont rien faire pour une raison simple, qu'il y a 3-4 ans, il y avait une série de piratages des comptes PlayStation avec le plus de trophées. Tous ces comptes-là sont faits pirater, a priori de la même manière, et rien n'avait été changé. Donc je pense que rien ne va changer. C'est d'autant plus bête que, comme je le dis dans ma vidéo, il y a plein de choses faciles pour régler ce problème. Par exemple, vous pourriez mettre en place un numéro de téléphone dans votre compte et vous devez recevoir un code par SMS que vous indiquez à l'interlocuteur Sony pour qu'il accède à votre compte. Et ça, il y en a qui font. Mais il y en a plein qui font ça. Alors avant d'aller plus loin, de poser les questions de base et tout, qu'on pourrait avoir sur moi, typiquement la banque. Et ils sont pas censés avoir les infos en clair, surtout c'est là qu'ils devraient avoir ton compte avec tout grisé. Ils te demandent une question, un code de vérification, tu mets le code. Dans ce cas-là, ça débloque l'accès au compte. Mais que l'accès au compte soit possible par n'importe quel employé est un immense problème. Donc il y a plein de mesures qui peuvent être prises. On peut renforcer la sécurité autrement en considérant que toutes les factures, par exemple, qui ont plus de 1 mois ne sont plus valables, parce qu'au-delà de 1 mois, une facture, elle peut avoir été futée, elle peut avoir été imprimée, retrouvée par quelqu'un. Il y a plein de choses qui peuvent changer. J'ai l'impression qu'ils vont rien faire, malheureusement. Donc c'est un peu peut-être qu'ils vont faire quelque chose, mais pas le dire aussi. Mais si tu fais quelque chose, tout intérêt à le dire. Oui, mais du coup, c'est un aveu de faiblesse aussi, un aveu de. Aussi, mais là, l'aveu de faiblesse, maintenant, il est public. Les gens savent que Sony a un gros problème de sécurité. Et sur la question de Farketchup, là, est-ce qu'on peut se prémunir à l'avance de ça? J'ai envie de dire, c'est un conseil bête parce qu'il va pas régler le problème dans cette situation. Contre Sony, sécurisez-le avec mot de passe, 2FA, passkey, etc. Maintenant, 2FA, c'est double authentification. Maintenant, ça va servir à rien parce que le hacker peut quand même le bypasser. Mais dans le doute, quand on voit à quel point ils ont une faille importante là, il y a peut-être d'autres failles, donc il vaut mieux renforcer la sécurité. Moi, mon conseil en attendant que ce soit réglé, c'est éviter les jeux des maths. Et ça fait mal au cœur parce que j'ai une PS5 Pro sans lecteur de disque aujourd'hui. J'attends qu'il y ait des promos sur les lecteurs de disque pour en acheter un, parce que la réalité c'est que c'est un mauvais plan. Si ton compte PlayStation, imaginez GTA 6 sort en novembre, les mecs ils attendent tous patiemment, ils ont une liste de 2000 mails, ils ciblent les 2000 mails d'un coup, sur 2000 mails ils récupèrent 500 comptes avec GTA 6 et ils les vendent 50 € sur le Darknet. Tu perds ton GTA 6, tu peux plus y jouer parce que tu peux plus lancer sur la console, et t'as perdu 80 € dans le jeu que t'attendais le plus, t'as perdu ta sauvegarde, peut-être 100. C'est finalement le dématérialisé qui pour moi n'était pas un problème, parce que ton compte est une passoire. Tu peux te faire voler ton compte à n'importe quel moment.
Et cette faille de sécurité-là, elle peut que m'encourager à vous dire, achetez les jeux en disque, évitez le plus possible d'avoir des jeux des maths, d'avoir vos comptes, et faites aussi un petit tri dans votre boîte mail, ça réglera peut-être pas tous les problèmes, parce qu'il y a peut-être des choses qui ont déjà fuité, mais tapez reçu PlayStation dans votre barre de recherche et supprimez tout. Ou alors vous en gardez un en copie au cas où vous perdiez votre compte, parce que voilà, maintenant vous savez que c'est utile pour récupérer son compte, mais tous les anciens, supprimez-les, parce que peut-être que ça peut se retourner contre vous à un moment. Il y a C3 qui nous dit conseil, passer sur Xbox. Enlever la CV du compte, je suis d'accord aussi, parce que le premier piratage, du coup, le mec s'est servi de mon compte PayPal pour changer le pseudo. Et il avait encore mon compte PayPal associé, donc il aurait pu acheter des jeux techniquement. Il l'a pas fait parce que je pense qu'il voulait pas se faire flaguer et que c'est pas son business. Je pense que lui il récupère des comptes et il les vend aux gens. Moi j'ai pu, depuis PayPal, bloquer le lien avec Sony, donc du coup ça a désactivé le moyen de paiement, mais je suis pas prêt de remettre un moyen de paiement sur mon compte PlayStation en numérique, je vous le dis, ça je vais rester sur du pur physique, et ou alors j'achète une carte cadeau et je mets la carte cadeau, mais ma carte ou mon compte PayPal c'est mort, et je vous recommande de faire pareil parce qu'on sait jamais. Eh bien merci Nico pour cette histoire assez épique quand même, qui a fait le tour du monde. En vrai c'est ça, les gens étaient choqués dans le chat. J'imagine, non mais je vous dis vraiment, allez voir la vidéo si ce petit extrait vous a plu, parce que je pense que les vidéos ça peut vous plaire. Sur la chaîne YouTube de Numérama. Et bien écoutez, c'est la fin de l'émission les amis. Sacrée émission, hein. Des hauts, des bas. Voilà, c'est des émissions. Il y a eu des émissions dans l'émission. Ça nous saoule. Voilà quoi. Alors désolé pour tous les problèmes techniques du début d'émission. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. Programme de la semaine, demain matinale à 9h30 avec Geoffroy, et vendredi vous pouvez me retrouver également à 9h30 pour une matinale pilote. C'est notre nouveau format de matinale qu'on va tester, qu'on va mettre en place. Trop bien. Soyez au rendez-vous à 9h30 vendredi. Je vous ai déjà expliqué un petit peu ce que ça allait être, mais je vous referai un topo vendredi matin pour vous réexpliquer un peu ce nouveau format. Mardi c'est moi d'ailleurs. Mardi c'est toi. On sera vraiment sur la nouvelle matinale. Vous allez voir, on est une nouvelle DA sur le fond vert, et vraiment on a formaté, éditorialisé les matinales. Il y aura toujours, vous inquiétez pas, du talk avec de la spontanéité à la Twitch, et ça on aime. Oui mon bon. J'aimerais préciser aussi du coup, parce qu'on en a parlé dans cette émission et que la date a été confirmée le 25 février. Il y a Galaxy Unpacked, et il y aura évidemment une émission. On sera en live à partir de 18h30, 18h45 avec le bon Arnaud et Pépé Garcia qui nous a confirmé qu'il sera bien là. On sera 3 en plateau pour vivre en direct la Galaxy Unpacked et la découverte des Galaxy S26 et compagnie. Merci messieurs, toujours un plaisir. Snoody, c'est toujours trop noir. Mamoudia, merci, c'était cool. Lordibus, merci à vous pour ce live. Bonne soirée à tous. Lolo, merci la team. Bonne soirée à tous. Merci à vous. On vous fait des gros bisous. Portez-vous bien. Rendez-vous demain à 9h30 sur Frandroid Live. Ah ciao, bonsoir. Je crois que la caméra à nouveau plan. C'est bon. Allez, ciao, bye bye. Ciao, les gars.